Bonjour, bonsoir et bienvenue à Droit de Réponse. Droit de Réponse, c'est votre magazine dominical sur Equinox Télévision qui fait le round-up des principaux sujets d'actualité qui ont retenu l'attention de la presse au cours de la semaine qui s'achève. Et cette semaine, la presse s'est beaucoup intéressée à l'élection présidentielle, notamment sous l'angle de la controverse qu'il y a autour du choix du candidat consensuel de l'opposition. Pour reprendre la grande une du journal Émergence, l'Union pour le changement et le Manidem voulait présenter le candidat consensuel à Yaoundé hier samedi 13 septembre, alors que le Mouvement pour la naissance du Cameroun et l'APC avouaient n'avoir pas été associés à cette démarche. Cette confusion pour emprunter au quotidien le jour relance le débat sur la recherche d'un candidat consensuel d'opposition en vue de l'élection présidentielle du 12 octobre prochain. Selon la nouvelle expression, Fosso Koudjou, le roi des Bamendiou, au cours d'un échange avec Bello Bamaïgari le week-end dernier, a émis le vœu de voir l'opposition unie avant l'échéance du 12 octobre afin de donner une chance au changement et à l'alternance. D'accord pour la coalition, dit le candidat du PCRN cité par le journal Émergence, mais une coalition d'action et non une coalition de façade, déclare Cabral Libye. Comment comprendre cette nuance? La désignation d'Issa Thiron Bakary hier, 13 septembre, comme le candidat de l'Union pour le changement, ouvre-t-elle la voie à cette coalition tant attendue? Quelles sont les forces qui devraient s'agréger autour de cette candidature afin de produire la masse critique nécessaire pour provoquer l'alternance? Est-il encore possible, à 4 semaines de l'élection présidentielle, d'envisager une coalition de l'opposition? N'est-on pas en train de créer ou de susciter de faux espoirs au peuple du changement? Quelle coalition aujourd'hui est en mesure de déboulonner le régime RDPC? Un mot d'ordre de Maurice Kamto peut-il pencher la balance en faveur de l'opposition? Est-il d'ailleurs obligé de donner un mot d'ordre? Doit-il soutenir un candidat, une coalition, alors qu'il n'a pas eu le même soutien quand sa candidature a été rejetée ou lorsque ses militants ont été embastillés? Sur ce sujet, justement, quel est l'avis des camarades politiques de Maurice Kamto qui croupissent en ce moment dans les géoles? Sont-ils d'accord que Maurice Kamto donne une consigne de vote? Si oui, en faveur de quel candidat? Et ces candidats-là, sont-ils en train de convaincre sur le terrain? Que proposent-ils pour garantir les libertés, les droits de l'homme s'ils sont élus? Leur programme politique, leur déploiement sur le terrain convainc-t-il? Sinon, le RDPC peut-il alors se lécher les babines? Et le RDPC est-il lui-même d'ailleurs déjà prêt? Si oui, quels en sont les indicateurs? Les concertations organisées par le comité stratégique piloté par le ministre d'État EGPR suffisent-elles? Et à ce sujet, le EGPR, Ferdinand Gongo, vient de recevoir au Palais de l'Élysée, dans le cadre de ces concertations, justement, des chefs traditionnels de la région du Sud, venus pour, disent-ils, s'engager à accompagner Paul Biya pour la victoire le 12 octobre prochain. Ils ont indiqué qu'ils réitèrent et renforcent leur contrat de 2011 avec leur compère, le Nomgui, transformant littéralement cette salle de la présidence de la République où ils étaient reçus en un véritable temple ésotérique où ils ont procédé orbi et orbi à des incantations, à des conjurations sous le regard apparemment préoccupé du secrétaire général de la présidence de la République. Ces rituels à la présidence de la République, dont les images font le tour des réseaux sociaux, désacralisent-ils l'institution? Cette séance d'obsécration au Palais de l'Unité est-elle blâmable ou doit-elle être rangée dans le chapitre de la promotion de la tribalité, de l'affirmation de notre identité culturelle? Toutes ces questions et bien d'autres constitueront la toile de fond de cette émission de droit de réponse ce dimanche 14 septembre 2025. Convié sur le panel cette semaine, j'introduis tout d'abord l'honorable Samuel Denemote. Il est le plénipotentiaire du RDPC sur cette scène, député de la Nation. Merci, honorable, d'être venu. À côté de vous, c'est Edmond Kamgia, éditorialiste à la Nouvelle Expression, consultant en droit des réponses. Merci Edmond d'être là. Et à ma droite, je reçois Aristide Mono, analyste politique venu de Yaoundé pour l'occasion. Merci Aristide d'avoir fait le déplacement. Et à côté d'Aristide, c'est l'honorable Benilde Djemini, qui est également député de la Nation et qui porte l'étendard du SDF, le Social Democratic Front, sur ce panel cette mi-journée. Merci messieurs d'être venus et vous, madame, monsieur, installez-vous confortablement. Nous démarrons tout de suite avec ce sujet en rapport avec ces images qui ont circulé sur les réseaux sociaux.
qui ont d'ailleurs fait l'objet de plusieurs reportages, Edmond Kamgia, dans plusieurs chaînes de télévision cette semaine. Il s'agit de cette scène des incantations qui sont faites dans une salle de la présidence de la République par des chefs traditionnels venus de la région du Sud Cameroun. Tout un rituel avec, on va dire, des chants, je ne sais pas comment décrire cela, mais ça a attiré l'attention des gens. Alors la question que beaucoup se posent dans l'opinion, c'est est-ce que cela se comprend? Non, ça ne se comprend pas. On ne peut pas transformer la présidence de la République, qui est la maison commune des citoyens camerounais, en un lieu de culte, en un lieu de vaudou, en un lieu où se passent des rituels qui me rappellent les émissions d'un ancien confrère, Patrick Mandon. J'ai l'impression que nous étions à Bangos. Dans les aventures mystérieuses. Les aventures mystérieuses. C'est-à-dire un univers étrange où l'absurde l'emporte sur l'imaginaire collectif et où on met en scène des personnages qui sortent d'un monde invisible, qui sont visibles mais qui sortent d'un monde invisible. Voyez-vous, ce n'était pas judicieux ni approprié pour ces chefs traditionnels venus du Sud. Mais qu'est-ce qui vous heurte dans cette cérémonie? Tout me heurte. Comment tout? La première chose. Les chefs traditionnels qui sont arrivés, qui sont originaires du Sud, ne sont pas les premiers chefs à arriver. Ils ne sont pas les premiers. Et là, je l'avais déjà dénoncé. Lorsque les chefs traditionnels venus de l'Ouest, et même les chefs traditionnels venus du Septentrion, avaient fait des déplacements et appelaient à soutenir le candidat président national du RDPC, Paul Biya. Cela ne rentre pas dans les attributions de ceux qui sont censés être ceux qui gardent la tradition, qui gardent les coutumes. Parce que dans leurs différentes communautés, leurs sujets, entre guillemets, ceux qui vivent, les populations, appartiennent à plusieurs formations politiques, du pouvoir comme de l'opposition. Il ne leur revient pas d'appeler à voter pour un candidat, pour une tendance au détriment des autres. Cela signifie que vous, les autres membres de votre communauté, ne font pas partie, ne doivent même plus vous reconnaître comme leur chef, comme leur roi. Ça, c'est la première chose que j'avais déjà eu à dénoncer ici sur le plateau. Transformer le palais de l'unité en un lieu partisan. Ça, c'est la première dénonciation. La deuxième, c'est ce que j'ai appelé le vaudou. Parce que ce rituel-là, en plus de l'analogie que j'ai évoquée... Le vaudou a une connotation négative, Edmond Kamgia. Oui, elle est négative. Parce que ce qu'ils ont fait est négatif. Je ne suis pas sûr que ce qu'ils ont fait... Mais vous en avez qui estiment que c'est l'affirmation de leur rivalité. Ils soutiennent qu'en 2011, ils avaient fait de Paul Biya le Nomgui, oui, et qu'ils sont venus réitérer ce contrat. Et donc, ce sont ses compères, je veux dire, les collègues du Nomgui, oui, qui viennent au palais pour dire, écoute, nous sommes avec vous. Oui, ils doivent le faire, mais ailleurs. Pas à la présidence de la République, qui est une institution fondamentale de la République, qui est le lieu par excellence de celui qui accède à la magistrature suprême et gouverne l'ensemble des Camerounais. Donc, s'ils doivent le faire, ils doivent le faire au village, là où il y a celui qu'ils croient être un digne fils du Sud. La cérémonie, si elle doit avoir lieu, ça doit se passer en dehors des institutions républicaines. Honorable Béline Jovini, est-ce que c'est votre avis? Est-ce que vous y voyez une sorte de conjuration, de sortilège même? Parce qu'il y a beaucoup de mots qui ont circulé sur les réseaux sociaux. Ou bien pour vous, il s'agit tout simplement des chefs traditionnels qui, en fonction de leur ère culturelle, sont venus parler à un de leurs compères, de leurs frères. Est-ce que cela, de votre point de vue, vous comprenez l'indignation que cela a suscité? Oui, Duval, je voudrais, avant de répondre à votre question, que vous me permettiez tout d'abord de vous remercier de m'avoir associé à cette réflexion républicaine et dire ô combien je suis content d'avoir à mes côtés le jeune Aristide Mono que je suis régulièrement sur vos antennes et qui fait partie des jeunes qui ont compris de quel côté il faut se retrouver. Et donc, je partage toute la douleur qu'il a eue récemment et je voudrais l'encourager
a dit qu'il y a beaucoup de personnes comme moi qui le suivent de très près et qui le soutiennent dans ses initiatives, parce que nous, jeunes, on ne doit pas se perdre. Maintenant, concernant ce qui s'est passé au niveau de la présidence de la République, je voudrais vous dire que si nous donnons le nom de la présidence de la République aujourd'hui, toute personne normale, toute personne qui veut se faire écouter, ou bien toute personne crédible, ou toute personne qui porte une réflexion, doit d'abord condamner cela, parce que personnellement, j'avoue que je suis perdu, je suis même troublé. Je me demande si cela, on doit encore parler de présidence de la République ou bien de la chefferie de M. Biya. Parce que, voyez-vous, au jour d'aujourd'hui, je fais partie de ceux qui n'ont que connu M. Biya depuis que je suis né. Et que dans mes cours que j'ai eus à l'université, on puisse me dire que la présidence de la République, c'est la maison de tout le monde. C'est là où tout le monde doit passer, et y compris ceux qui ont l'envie de devenir président de la République. Et que des chefs traditionnels qui, pour nous, quand on grandissait, les chefs traditionnels étaient des hommes sacrés. C'est pour cette raison qu'on s'inclinait lorsqu'on voyait un chef traditionnel, parce que ce chef traditionnel-là représente certains ancêtres et qui, pour nous, aujourd'hui, deviennent un élément sacré. Et que ces chefs traditionnels s'en vont se mêler dans une affaire de politique. Parce que tout le monde peut savoir ce que veut dire politique. La politique, c'est tout ce qui n'a pas de normes et tout ce qui ne respecte rien. Et qu'on arrive au niveau de la présidence de la République, et même très honteux, que celui pour qui ils sont venus rendre visite ou du moins apporter leur soutien ne puisse même pas sortir de sa chambre et qu'il ne puisse même pas leur dire bonjour. Et je me demande, ce chef traditionnel, on doit même les regarder comment au jour d'aujourd'hui. Voyez-vous, nous sommes en train de perdre nos repères au niveau du Cameroun, au profit d'un seul homme, qui le Cameroun a tout donné. Et lorsque le Cameroun vous a tout donné, pendant 42 ans, je suis rassuré que le président Paul Biya ne connaît pas combien coûte le pain. Et si nous donnons tout au président de la République et qu'à la fin, même nos traditions, il doit le détruire parce qu'il veut absolument avoir un seul mandat, c'est là où nous tous nous sommes perdus. Parce qu'on se pose bien la question, qu'a-t-il fait? Qu'est-ce que nous avons fait à M. Paul Biya aujourd'hui pour mériter que le Cameroun soit dans cette situation? Vous avez vu comment je suis arrivé en courant à cette émission, parti de Yaoundé à 4 h du matin, pour une route de moins de 200 km qui doit se faire après à moins d'1 heure. Et je voudrais vous dire que, M. Duval, le Cameroun est encore à repenser. Pire encore, des hommes comme mon collègue, honorable Maud, va tenter de soutenir de telles initiatives malsaines, des initiatives qui visent à détruire la République. Parce qu'il y a un seul homme, je ne sais pas, monsieur honorable Maud, que nous respectons, et même que nous respectons le parti auquel il appartient, devrait au moins respecter les institutions, respecter la République, respecter nos hommes traditionnels. Parce que voyez-vous, vous saviez que les prêtres, les évêques ont refusé. Mais vous avez su qu'il y a eu menace. On a dit, l'évêque qui ne met pas pied, qui ne vient pas, sera copieusement tabassé. Et vous avez vu le nombre. Ceux qui sont aujourd'hui, ceux qui ne sont pas arrivés, sont aujourd'hui, se demandent s'ils vont vivre. D'ailleurs, qu'on en a tué certains parmi eux. Et on se pose la question, qu'est-ce qu'on a fait? Pourquoi le RDPC fait ça? Nous avons fait quoi pour mériter ce genre de désordre? Duval Fangwa, nous avons beaucoup à dire au cours de cette émission et on espère qu'on aura le temps. Parce que pendant 42 ans, le RDPC n'a plus à dire. Le RDPC a donné simplement le bilan. Et je fais partie, mon collègue et moi, dans une commission. Il est membre de la commission de finances comme moi. Et nous, le rôle par excellence de la commission des finances est de contrôler les finances publiques. Et je voudrais bien que, au cours de cette émission, que nous puissions voir de façon exhaustive les 43 années du président de la République qui sollicite encore un autre 7 ans et qui ne peut même pas recevoir les gens dans son salon. Mais lorsqu'un blanc se pointe là-bas,
Lui, il reçoit, il sort, il reçoit le blanc, et après, il repart. Et il vient nous demander de le voter. J'attends impatiemment qu'on nous dise sur quoi nous allons agir. Honorable Samuel Motte, quelle est la lecture que vous faites de cette actualité? Est-ce que, à travers la cérémonie qu'on a vécue au Palais de l'Unité, ce sont des chefs qui expriment leur tribalité, qui sont dans la promotion des valeurs culturelles, ou s'agit-il vraiment des séances d'incantation, de conjuration, des sortilèges qui devraient inquiéter? J'ai surtout envie de, comment dirais-je, de saluer cette liberté d'expression à un nombre d'entre qui consiste aujourd'hui à penser que l'on peut apporter la critique sur tout ce que l'on observe, quelque chose qui doit être louable d'ailleurs, mais également qui en même temps oublie qu'à côté de cette liberté-là qu'ils ont de critiquer, l'autre également une liberté d'agir, tout au moins de parler. Nous devons être en mesure de dire nous sommes en désaccord avec vous, mais nous nous battons jusqu'à la dernière des années pour que vous ayez à défendre vos positions. Et donc, du coup, dans le cadre de ce schéma-là, il n'y a pas de contrariété en la matière. Je voudrais également vous dire que la vie publique nous oppose, nous divise, qu'il faut par moment avoir un minimum de pondération, de hauteur d'esprit pour arriver à ce que je pourrais qualifier de désaccord acceptable. On serait à mettre d'accord sur tout. Et la démocratie est ainsi faite pour pouvoir trancher sur des accords que nous avons considérés, que nous avons construits d'ailleurs sur la base d'une discussion raisonnable. C'est pour ça que nous les mettons en arbitrage, pour qu'il y ait un référent qui nous dise en réalité quelle est l'idée de la personne qui passe le plus. Il y a des chefs traditionnels. C'est ça le sens de la campagne électorale. Voilà. Et il y a des chefs traditionnels qui se déplacent sur invitation, je veux dire, de la République, des représentants de l'État, et qui vont quelque part pour faire un rituel africain, rituel bantou par excellence. Et nous voilà parés dans nos costumes je sais pas moi, d'Européens, et nous commençons à critiquer un rituel de cette dimension-là. Bah, écoutez, on a le droit également de critiquer. Mais retenons quand même qu'ils ont le droit d'aller là où, à une invitation d'ailleurs, qui leur a été adressée, et ils viennent avec les présents qu'ils avaient. Parmi ces présents, il y a le rituel. Le rituel, moi, je ne suis pas Kambeti, donc je ne peux pas savoir quelles sont les paroles qui ont été prononcées là-bas pour pouvoir leur accoler le thème d'incantation. Mais en réalité, ce rituel-là, moi, je l'ai vraiment beaucoup aimé, parce que voir qu'il y a certaines de nos traditions qui ne disparaissent pas, c'est quand même quelque chose qui est fondamental pour nous, Africains, qui avons grandi dans cet environnement-là où on pense qu'il faut tout ritualiser. Cette culture-là, ça va être ce qui va nous faire entendre dans le Conseil des Nations demain. C'est ça également qui va faire en sorte que l'on puisse être... C'est ce que nous apportons à la mondialisation. À la mondialisation. Recommençons au départ. Attends, Honorable Motte, recommençons au départ. Oui. Ils sont au palais à l'invitation d'un candidat à l'élection présidentielle ou de la République. Parce que ça dit République. Oui, non, j'ai dit de la République, mais je veux... Oui, justement, la République a invité les chefs traditionnels. J'ai dit des représentants de la République. Après, maintenant, on peut le faire soi-même, on peut le faire également par délégation. Le principe de la délégation, on ne peut pas la contester. Est-ce que ce n'est pas un candidat qui reçoit des chefs traditionnels? Mais c'est lui qui les a reçus. C'est lui qui les a reçus par délégation. Vous vous imaginez bien qu'il n'a pas quelqu'un... Parce que justement, il faut arriver, il me semble, à faire le distinguo entre la République, dont l'institution, et le candidat en contexte de campagne électorale ou de pré-campagne électorale. Oui, mais en contexte de campagne électorale, là également vous soulevez un autre débat. Non, parce que les concertations stratégiques qui sont organisées par le SGPR, ce débat-là, ce débat-là, il n'est pas camerounais. Comment est-ce que nous faisons pour pouvoir contrôler les moyens que les différents candidats utilisent en période de campagne? Ce point-là, vous le posez au Cameroun, vous allez également le poser en France, vous le poserez ailleurs, qui consiste notamment à dire est-ce qu'un ministre en fonction a le droit de battre campagne pour son camp. À partir du moment où il a le droit de battre campagne pour son camp, est-ce qu'il utilise les moyens de l'État? Ce débat-là, c'est un fouillé débat, il n'est pas camerounais, absolument. Et donc là également, dans le cas d'espèce, donc je vous le concède, donc ça peut être un candidat qui les a appelés, et ils ont également été reçus par délégation de quelqu'un. Mais en même temps, je veux dire, il n'y a pas de mal à cela, à répondre à une telle invitation. Alors là maintenant, il y a des glissades qui sont faites. On voulait sacraliser ici les chefs. Moi, je veux bien pour la sacralité des chefs. Mais tout de même, on ne peut pas dire que dans une république, tout le monde peut avoir le droit à s'exprimer, sauf le chef. Ce qui peut être reproché au chef par la suite, c'est de dire il va contraindre ses sujets à faire ce que lui l'aura voulu.
Et ça, la République ne peut pas le tolérer. Mais dire que le chef a une opinion, le chef doit avoir des opinions. Et donc le chef également peut être encarté, sans toutefois que ça gêne qui que ce soit. Alors, Edmond Kamga dit, mais on est en train de désacraliser tout chez nous, y compris nos coutumes. Mais en même temps, il faut qu'il admette que dans le cadre de la sacralité de cette coutume-là, que l'on puisse reconnaître également que le chef c'est un sujet républicain. Et dans le cadre de ce caractère républicain qu'on va lui reconnaître, on peut également admettre que de temps en temps, qu'il ait des opinions également qu'il puisse admettre, qu'il puisse émettre. Et en même temps également, dès lors que nous commençons à dire le chef ne peut pas faire ça, ça veut dire que nous lui avons également des droits fondamentaux. Je ne sais pas s'il y a pensé. Le droit fondamental de s'exprimer, il doit être reconnu à tout le monde. Le droit fondamental de porter son vote à qui que ce soit doit être reconnu à tout le monde, y compris au chef. Après, maintenant, nous devons faire une démarcation étanche entre ce que la République demande et ce qu'à l'intérieur d'une communauté nous pouvons faire. Et dans le cadre de cette communauté également, s'il y a une transgression à une règle coutumière qui est établie, effectivement, je pense qu'on sait. La société également, y compris la société secrète, savent sanctionner le chef. Mais dire que le chef doit être nécessairement en marge de la vie publique, de la vie républicaine, je ne pense pas que là on est en train d'aller dans le bon sens. Voilà. Alors, Aristide Monod, est-ce que cette scène au Palais de l'Unité des chefs traditionnels originaires du Sud, est-ce que ça vous pose un problème? Déjà, avec votre permission, permettez-moi de dire merci à l'honorable qui a témoigné sa considération à l'endroit de notre travail et aussi a marqué quelques temps pour faire le dé avec nous. Nous avons tout remis entre les mains du Seigneur et les mains des ancêtres honorables. Merci beaucoup. Alors, Duval, pour répondre à votre question... Maintenant, parle aux téléspectateurs, parce que j'entends pas votre voix. Comme il se parlait entre eux les voisins. Alors, revenons à votre question. Je crois que l'honorable Samuel Motte veut vite balayer la question fondamentale, celle-là qui doit en fait diriger les autres pistes de réflexion. Monsieur Ngongo a reçu les chefs traditionnels en tant que qui? En tant que LGPR ou en tant que homme de main d'un candidat parmi les 12 retenus par Elekam. Et s'il l'a fait en tant que représentant d'un candidat, je crois que la présidence de la République n'est pas le siège du RDPC, n'est pas un temple du RDPC. Le RDPC a d'ailleurs un siège du côté du lac qui est assez spacieux pour accueillir les différentes délégations. Je crois qu'avant même la démission de M. Bello Bouba Maïgari, toutes les concertations qu'il engageait, les rencontres dans le cadre de sa candidature n'étaient pas faites à son ministère, il le faisait à l'extérieur. Donc si on est d'accord que la présidence de la République est utilisée de manière abusive par le RDPC et que le LGPR sème une confusion dans sa double casquette de LGPR et d'homme de main d'un candidat, ça devient très inquiétant. Maintenant, le rite en lui-même. La première question qui me vient en tête est celle de savoir pourquoi seulement les chefs traditionnels du Sud, donc de la région d'origine du président, qui ont eu ce privilège de pouvoir s'adonner à ce type d'incantation ou de rituels. On aimerait bien savoir parce qu'il a reçu plusieurs délégations des chefs traditionnels venant de toutes les régions du Cameroun. Malheureusement, on se rend à l'évidence qu'il n'y a que les chefs de sa région d'origine qui ont bénéficié de cette possibilité d'engager je voudrais vous confirmer qu'il n'y avait pas un protocole de réception dans tout un rite. Alors, si ce n'est donc pas le cas, si cette question reste pertinente, on peut penser un seul instant que les uns et les autres sont en train de prêter le flanc à une certaine coloration tribale du pouvoir ou alors dans une certaine forme de conservation tribale du pouvoir. Parce que les mots qui ont été prononcés, c'était des mots de confirmation, de protection. Est-ce que la communauté d'origine du président, à travers ces gardiens de la tradition,
a décidé comme ça de venir le conforter ou de venir le protéger d'une manière ou d'une autre à la présidence de la République. Et c'est là où vous pouvez comprendre comme ça le regard méfiant, assez inquiet du ministre LGPR, M. Ngongo, qui ne comprenait rien, et lui à qui on prête quand même des intentions de candidature à la succession. Il se demandait, est-ce qu'on n'est pas en train de sceller mon sort devant moi-même? Je suis en train d'assister aux incantations qui pourraient m'être préjudiciables plus tard. C'est quand même questionnable. Mais Aristide Molo, si on considère que ceux qui sont venus au palais sont les Nomgui et qui sont venus rencontrer les Nomgui, peut-être que cela peut justifier qu'il y ait donc une particularité. Je rappelle que Paul Biya a pris les titres traditionnels un peu partout. Il est fond des fonds, il est fond des fonds. Donc on ne peut pas dire que c'est parce qu'il est Nomgui qu'on a eu droit à ce genre. Non, il est bon, devrait aussi avoir d'autres chefferies traditionnelles, dans les chefferies traditionnelles des autres régions, où il a été élevé au rang de dignitaire, venir aussi faire ce type de politique. Donc c'est pourquoi je vous dis qu'il faut faire très attention, et surtout que le discours dominant des hégémonistes et quand de la branche, bon, je ne parle pas des écrans généraux, je parle du bloc hégémoniste, dont les fondamentalistes, qui pensent un seul instant qu'on doit rentrer dans une sorte de conservation tribale du pouvoir. Dans ce type d'environnement, il faut faire attention au rythme qu'on a observé du côté de la présidence de la République. Il y a également le fait que ça devient très inquiétant pour le successeur. Le successeur, c'est lui qui va arriver après Paul Biya. Si c'est un gars de l'opposition, je lui recommanderais peut-être 6 mois hors du palais. Donc après la prise du pouvoir, il fait même 6 mois hors du palais, peut-être question de procéder à une certaine purification, parce que la multiplication des rites qui sont étrangers aux populations, ça devient un peu compliqué. Qui va purifier? Il y a également le fait que Duval Fangwa, on assiste d'une manière globale à l'assimilation des élites traditionnelles. Je crois qu'en tant qu'autorité morale, en tant qu'autorité devant garder une certaine neutralité, les chefs n'ont pas à s'afficher comme ça et de manière ostentatoire à côté d'un candidat, et surtout en pleine élection présidentielle. Et lorsqu'on essaie d'observer l'attitude des uns et des autres, donc des différents chefs conviés à ces concertations, ces curieuses concertations, on se rend compte que la chefferie traditionnelle brille par une certaine soumission totale à l'égard du pouvoir politique. On a vu par exemple le ministre Jacques Famondongo, récemment élevé au rang de chef du 2e décret, enlever carrément son chapeau devant le ministre Ngongo avant de le saluer. On se demande bien si ça se fait dans la tradition biti, qu'un chef, surtout un chef de 2e décret, puisse enlever le chapeau. J'ai même eu peur un seul instant qu'il ne se courbe totalement devant le ministre Ngongo. Et si ça avait été le président de la République, peut-être qu'il aurait même enlevé les sandales. Il y a également le fait que on veut donc conforter quelqu'un traditionnellement, bon, disons mystiquement, parce que les traditionnels ont une dose mystique. On veut consacrer ou on veut donner des pouvoirs mystiques à quelqu'un ou les renforcer. Mais curieusement, la personne n'est pas là. Ça devient comme, je sais pas, comme un théâtre pur et simple. Paul Biya n'est pas là. On commence, c'est comme si je peux vous demander d'aller engager un rite en mon nom quelque part aux États-Unis. Moi-même, je ne suis pas là, on encense, on prononce des mots magiques. Mais Paul Biya lui-même, il n'est pas là. Ça questionne quand même. On se demande bien si les chefs ou les promoteurs de ce rite traditionnel étaient vraiment sérieux dans leur démarche, où on était tout simplement dans un clientélisme politique à l'effet de conquérir d'autres privilèges auprès de celui qui a toujours distribué les bonbons aux élites. Mais je crois, M. Duval Fangwa, que nous sommes en train d'atteindre d'une manière ou d'une autre un autre niveau de ridicule dans notre pays. Un autre niveau de ridicule. Ce que nous attendons du président Paul Biya et de ses soutiens actuellement, présentement, c'est de nous dire ce qu'ils ont fait des 43 ans de règne. C'est ce qui est important. Maintenant, procéder à des intimidations mystiques, procéder à des rites traditionnels en plein palais présidentiel, je crois que ce n'est pas ça que les Camerounais attendent de Paul Biya et de ses hommes. Très bien. Le ministre Jacques Famondongo doit nous dire ce qu'il a fait à la tête du ministère de l'Enseignement supérieur
qu'il gère depuis 20 ans. On ne l'attend pas trop parce qu'il se fait trop remarquer dans des histoires traditionnelles. Pourtant, c'est notre ministre de l'enseignement supérieur. Beaucoup plus l'élévation au rang de tel, il amène une délégation pour venir faire des incantations. Monsieur le ministre, quel est le rang, le classement qu'occupe aujourd'hui le Cameroun dans les différents rankings mondiaux qui évaluent les universités dans le monde? Ok. Alors, Edmond Kamgia, Alice Mono, lui, il attend que le RDPC fasse son bilan des 43 ans. Le peuple attend que l'opposition désigne un candidat consensuel à l'occasion de l'élection présidentielle à venir. Et à ce sujet, il y a beaucoup de choses qui se disent. Vous avez certainement parcouru les journaux cette semaine pour remarquer que c'est à la une de pratiquement tous les quotidiens, polémique autour de la désignation d'un candidat unique, controverse autour du choix d'un candidat consensuel. Et puis finalement, hier, 13 septembre, il y a une nouvelle qui est tombée indiquant que l'Union pour le changement a désigné un candidat à l'élection présidentielle, le candidat Issa Thiro Bakari. Alors, est-ce que vous comprenez la polémique et la controverse? Oui, je comprends la polémique et la controverse. Je commencerai par l'utilisation d'un concept qui a été utilisé pour la première fois en 1992. L'expression « Union pour le changement » au Cameroun, dans l'opposition, date de l'année 1992, lorsqu'on a organisé au Cameroun les premières élections pluralistes au niveau de la présidentielle. Il y a eu ce qu'on appelle l'Union pour le changement autour d'un candidat qui était le chairman du SDF, Ni John Frudy, qui réunissait un certain nombre de qualités qu'aujourd'hui, on ne retrouve pas. Moi, je le dis en tant qu'observateur politique, de plus de 30 ans, voire 37 ans de journalisme. Parmi les 12 candidats, globalement, et je vais restreindre, parmi les 11 candidats de l'opposition, aucun, les 11 candidats retenus par ELECAM, confirmés par le Conseil constitutionnel, n'a toutes les qualités requises, semblables aux qualités, aux atouts qu'avait le candidat de l'Union pour le changement en 92. Il y a ici et là des coalitions qui se forment, y compris celle à laquelle vous avez évoqué du samedi 13 septembre 2025. Un jour historique, parce que c'était la commémoration de l'assassinat de Ruben Oumyobé, la figure emblématique de l'UPC, ancien secrétaire général, qui avait été assassiné au Maquis, n'est-ce pas, le 13 septembre 1958. Le fait de choisir ce jour et d'accoler à cette figure historique un concept aussi fort que l'Union pour le changement me pose un problème. Cela me pose un problème parce que les initiateurs du retour de cette expression n'ont pas toutes les qualités ni la légitimité pour utiliser cette expression. Ils n'ont jamais été mandatés par qui que ce soit. Certains parmi eux se présentaient comme des membres du groupe de Douala. Avant de démarrer cette émission, j'ai suivi une chaîne consoeur où l'un des membres de ce groupe, qui s'appelle Sambaka, a dit et déclaré, affirmé, qu'au jour d'aujourd'hui, il est le seul membre du groupe de Douala et qui ne se reconnaît pas dans le projet, dans l'initiative qui a été portée en public par certains leaders de partis politiques qui ont annoncé... Comment peut dire qu'il est le seul membre d'un groupe? Il dit qu'en ce moment, il est le seul membre du groupe de Douala. J'ai dit ce qu'il a dit, je l'ai écouté, ça fait à peine quelques heures. Okay. Je croyais qu'il n'était pas le seul membre. Je croyais qu'il était pourtant membre du groupe de Douala, qui est Kane Anisse. Et un autre qui est arrivé récemment, Djokam Tchalima. Parce que les deux noms que j'ai cités ensuite seraient les initiateurs du projet de la candidature consensuelle qui aurait désigné Issa Chiroma comme étant le candidat consensuel. Je dis et je répète, ce candidat consensuel désigné par ce groupe de leaders de partis politiques ne réunit pas toutes les qualités, toutes les conditions, tous les atouts
pour être le candidat de l'Union pour le changement. Donc, autrement vous resterez dans l'expression Union pour le changement. Parce qu'il ne faudrait pas que ce soit une imposture. Je voudrais qu'on garde l'expression Union pour le changement par rapport à l'événement d'octobre 1992. Et que ceux qui veulent utiliser cette expression pour faire une sorte de révisionnisme historique, ou donner l'impression au peuple camerounais qu'on a un autre candidat qui ressemble à celui de 92, c'est un gros mensonge. Et avant de chuter, je voudrais dire que les conditions qui avaient permis d'élire le candidat de l'Union pour le changement en 92 ne sont pas celles qui auraient permis, parce que je n'en sais rien, du candidat Issa Chiroma, qui est une coalition parmi d'autres. Ces conditions, c'était lesquelles? C'est que il y a 3 critères importants. Ni John Fundi était une candidature forte, une candidature d'un homme politique célèbre, populaire, qui mobilisait. Ça, c'était le premier critère. Le deuxième critère, c'est que dans l'Union pour le changement, on avait défini un programme minimum consensuel que je ne vois pas encore dans les coalitions actuelles, y compris celle qui a permis de désigner Issa Chiroma. La troisième condition, c'était la composition même de l'Union pour le changement. C'était un regroupement, une dynamique constituée non seulement de l'essentiel des forces politiques de l'opposition, c'est-à-dire des partis importants de l'opposition, des leaders importants, mais aussi de 2 catégories de personnalités. Il y avait des personnalités qui comptent dans la vie politique ou même dans l'opinion publique nationale et internationale du Cameroun, des leaders d'opinion. Et il y avait surtout un troisième groupe constitué des associations de la société civile qui avaient travaillé main dans la main pendant les années de Braise à côté des partis de l'opposition depuis les années 90-91, à l'époque de la coordination des partis politiques de l'opposition et des associations. Donc il y avait un groupe d'associations, des personnalités, des leaders d'opinion qui travaillent avec des forces politiques, donc agrégation des forces politiques et de la société civile et des personnalités pour constituer ce que l'Union pour le changement était. Je ne retrouve pas, pour le moment, dans les coalitions présentes, une coalition qui rassemble tous ces éléments. Je pense que ces différentes coalitions se constituent, y compris celle annoncée samedi, et d'autres qui vont peut-être se constituer. J'espère que ces forces vont se retrouver, que la situation va évoluer vers la vraie union pour le changement, parce que celle qui a été annoncée n'est pas l'union pour le changement dans les critères et les atouts que j'ai définis pour obtenir un candidat qui réunisse ces conditions. Honorable Béni Djemeni, quelle est la lecture que vous avez au SIF sur cette question de coalition? Parce que c'est depuis plusieurs semaines maintenant qu'on en parle. Non, il faut un candidat consensuel, il faut un candidat consensuel de l'opposition. Tout le monde en parle. D'ailleurs, le week-end dernier, le ministre Velou Maïgari était reçu en audience au palais du Faux de Bamidjo, qui a lui aussi réitéré la nécessité pour l'opposition de se mettre ensemble pour désigner un candidat consensuel. Vous, SIF, quelle est votre lecture de cette affaire de coalition des partis politiques d'opposition? Alors, je voudrais, avant d'aller sur ce sujet, dire un mot sur le sujet précédent en la réponse de ce que a dit mon collègue, l'honorable Mout. Vous savez, au jour d'aujourd'hui, le Cameroun se porte comme la présidence de la République. C'est-à-dire que très bien. La présidence se porte très bien. Très bien. Ah, d'accord. Si la présidence se porte très bien, lorsque vous voyez les séances d'incantation quelque part, ça veut dire que le lieu est maléfiquement, est en train d'être, le lieu est même pourri. Et donc, on envoie donc les marabouts ou bien venir purifier le lieu, comme a dit... Dans le cas d'espèce, ce n'était pas des marabouts, c'était les chefs traditionnels. Les chefs traditionnels Honorables chefs traditionnels. Les chefs traditionnels sont les patrons des marabouts dans le village. Si vous ne connaissez pas ça. Quand on parle de chef traditionnel, c'est le chef des marabouts dans un village. Quand vous arrivez dans un village, le chef vous dit tel marabout fait telle chose.
c'est que c'est lui le chef de tout ce qui est maraboutage. Et c'est eux donc qui ont pris le pouvoir de ces marabouts-là pour aller mettre à la présidence. Et donc, il y a nécessité de purifier si jamais un autre président de la République venait à entrer. Qui va purifier, mon cher collègue? Donc, je voudrais dire que l'honorable Mot, qui fait partie de ce que nous appelons le RDPC progressiste, devrait, pendant cet échange, dire au moins des choses telles qu'elles sont. Parce qu'aujourd'hui, honorable Mot, nous avions un Cameroun qui est malade. Et ce Cameroun qui est malade, on est en train de regarder tout le monde. Chacun doit apporter sa partition. Le président de la République, que vous le vouliez ou pas, il est partant. Et le Cameroun reviendra à nous autres. On va s'asseoir, on regardera, on a dit, l'honorable Mot avait l'habitude de mentir à Mondiovision. Il avait l'habitude de soutenir tout ce qui est illégal. En dépit de sa casquette d'expert qu'il était, il continuait toujours à s'aimer le jeu trouble dans la compréhension de la République. Parce que chacun de nous, au moins, a étudié ce qu'on appelle la science politique. Ça va être du macartisme. Oui, mais c'est ce qu'il faut faire après. Parce que, voyez-vous, au jour d'aujourd'hui, pendant que vous souffrez, comme M. Arétis Mono, certains se plaisent dans le plétus, certains se plaisent à dire que lui, il est une personne qu'il faut diaboliser, il faut l'attaquer par tous les moyens, alors que il ne restitue que ce qu'on l'a appris à l'université. Alors, l'objectif étant donc de déloger le RDPC, il faut bien trouver une mécanique. J'y arrive. Est-ce que la coalition annoncée peut être une solution pour déloger le système? Pour ce qui est de la coalition, donc, comme je vous disais, il faudrait que vous me laissiez le temps d'expliquer aux Camerounais les choses telles qu'elles sont. Parce que moi, je me demande si je suis souvent politique, malgré ma casquette de député, parce qu'au moins, il faut restituer les choses dans leur contexte. Lorsque la présidence de la République fait le maraboutage au mon Dieu vision de tout le monde, vous imaginez ce que le peuple peut subir. Aujourd'hui, on parle de coalition, l'Union pour le changement. Mais je voudrais vous dire que je suis parlementaire. Nous avions mis à l'Assemblée nationale une équipe qui s'appelait toujours Union pour le changement. Et donc, lorsque certaines personnes veulent prendre un peu de déjeuner, ils utilisent des noms et à la fin, vous ne comprenez même pas d'où ça sort. Qui sont ceux qui ont aujourd'hui engagé ce qu'on appelle l'Union pour le changement? J'entends même dire qu'on a même déjà choisi un candidat. C'est ce que j'ai entendu. Hier, j'ai cru qu'on a choisi un ancien ministre de Biya qui serait probablement le candidat de l'Union pour le changement. Et puis, je ne voudrais même pas dire quelque chose parce que nous en avons souffert de ce ministre-là. C'est-à-dire que vous voyez un monsieur qui s'en va importer 7 blancs, 7 faux blancs, comme a dit M. Baïbek, pour venir crédibiliser les élections de Biya. Je dis bien 7 faux blancs. Et puis vous restez à la télé, vous voyez un blanc, il est en train de vous dire que je suis de Transparency International. Je voudrais vous rassurer que M. Biya a gagné. Et après, Transparency International dit que je ne reconnais pas ce monsieur. C'était l'initiative de qui? Au jour d'aujourd'hui, on est resté dans l'opposition. On souffre, et après il revient dire que je suis celui qui doit vous donner le meilleur médicament. Moi, je ne voudrais pas parler de l'opposition. Dans l'affaire des faux observateurs de Transparency, vous attribuez ça au ministre Hiroma? Qui avait prononcé cela? Qui les avait amenés? Je pose la question. Qui avait amené ces faux blancs? C'était pas lui? Ah bon, les faux observateurs, pas de faux blancs. Ah, les faux observateurs. Faux observateurs avec de faux blancs. Donc, j'y vais donc maintenant. Au niveau de notre parti politique, écoutez, vous avez tout à l'heure cité notre feu président Ni John Fundi. Je voudrais vous remercier pour les mots aimables que vous avez prononcés parce qu'effectivement, c'est ça qui m'a amené à militer au SDF. Parce que j'ai vu un homme déterminé et j'ai adhéré à son idéologie. Je dis bien à son idéologie. Aujourd'hui, au SDF, il nous a laissé un patrimoine où il y a le consensus. C'est-à-dire que beaucoup pensent que le SDF, l'honorable président Joshua peut se lever un matin, aller dire que je vais rejoindre tel. Il ne peut pas le faire. Il ne peut pas. Nous ne sommes pas comme au RDPC où on s'assoit,
on donne une onction, l'honorable Mourou ne connaît même pas, il n'a jamais vu son président depuis qu'il milite, il n'a jamais salué son président, la preuve, il me dira quand et comment. On est tous à l'Assemblée nationale depuis presque 5 ans. Personne de nous n'a jamais salué le président de la République. Ailleurs, le député au moins, parce que je parle au nom de 180 000 Camerounais qui m'ont donné la voix. Lui également, est-ce qu'il a même un jour vu son président? Il a même un jour été là-bas, il arrive là-bas, il se coupe devant Ngongo, comme si c'est Ngongo qui le rationnait, comme si c'est Ngongo chez lui qui mange, il se met à genoux devant lui, comme si... Monsieur, vous valez mieux que Ngongo. Parce que vous êtes élu. Et donc, moi, je ne peux pas me couvrir devant lui. Je suis désolé. Je peux, à la limite, d'après la Constitution, me couvrir devant un chef de l'État régulièrement élu. Et vous le savez. Même un ministre, je ne peux pas. Parce qu'il suffit qu'à 13 h, un autre décret qu'il a mis là, le déloge. Mais moi, monsieur, il n'y a personne. Il n'y a personne qui m'enlèvera là. Sauf ceux qui ont décidé de me mettre là-bas. Et je vais rester. J'y reviens. Je n'ai pas répondu. Soyez patient. Soyez pas sur la coalition. Je vous ai donc dit que aujourd'hui, ceux qui prononcent la coalition, c'est parce qu'ils sont sûrs qu'ils ne peuvent pas gagner l'élection. Ils sont sûrs. Donc, vous levez. Depuis que nous sommes au SDF, on travaille tous les jours. Vous avez vu l'honorable Joshua faire le tour du Cameroun. Aller au nord, aller au sud, aller dans tous les chefs traditionnels. On n'est pas venu vers lui. Il est allé les rencontrer, discuter avec eux, recueillir leurs problèmes. Et il revient aujourd'hui s'asseoir pour dire voici comment on va traiter leurs problèmes à partir d'un plan de campagne. Et à partir d'un programme que je vous invite à aller lire. Et au jour d'aujourd'hui, vous avez quelqu'un que pendant ce temps, il déjeunait avec le président de la République, il mangeait avec lui, il utilisait les grosses voitures pendant qu'on nous faisait au quartier, ainsi de suite. Il revient. Pendant que nous, on est au Parlement. Vous avez vu ce qu'on a organisé, opération blocus au Parlement. Le Premier ministre, on nous sert un texte à 10 h, on nous dit à 14 h de débattre sur le budget de l'État. Mon collègue ne dirait pas le contraire. On nous sert à 10 h. 14 h, vous devez débattre. Le nombre de pages, c'est au moins 3000 pages. Et il faudrait que vous expliquiez le problème, vous résolvez le problème de Camerounais en le recevant à 13 h et à 14 h, vous deviez l'expliquer. Or, la loi dit que vous devez le recevoir un mois plus tard et prendre le temps pour l'étudier. Un mois plus tôt et le recevoir et discuter, merci. Mais vous vous retrouvez avec des situations pareilles. Et puis, nous, on est préparés parce qu'on a... Je voudrais vous dire, si vous voulez que je vous dise la vérité, nous sommes en train de réfléchir sur comment entrer à Etoudib. C'est plus comment on va gagner. Nous avons gagné et on sait comment on va gagner. Comment on entre à Etoudi. C'est le problème. Avec les maraboutages qu'on a vu à Etoudi. Avec l'armée de M. Biya. C'est ça que nous réfléchissons comment faire pour l'instant. Donc, si vous n'avez pas besoin de coalition pour gagner, tout au moins vous aurez besoin de coalition pour entrer à Etoudi. Mais je vous reviens pour comment on va arriver là. Parce que vous prenez quelqu'un qui se lève le matin à moins d'1 mois d'élection. Je dis bien à moins d'1 mois d'élection. Vous vous préparez depuis 7 ans. Je dis bien depuis 7 ans. Vous êtes sur le terrain. Vous inscrivez. Entre-temps, il boit le champagne avec son ami. Entre-temps, il utilise le budget de l'État. Entre-temps, il utilise la voiture de l'État. Vous êtes sur le terrain. Vous faites le porte-à-porte. Vous expliquez le problème. 7 ans après, moins d'1 mois, le gars, il se lève. Il dit que M. Biya, dors un peu dans ta chambre, je vais aller aussi voir sur le terrain. Il dit qu'il a démissionné. Et il vient dire que c'est moi qui va gouverner la coalition. Vous avez expliqué quelque chose tout à l'heure en 92. J'ai dit à l'Assemblée. J'ai dit, merci. J'ai dit à l'Assemblée, messieurs, vous avez trompé nos parents en 92. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est un militant du RDPC, aujourd'hui de l'opposition, qui a dit que j'étais à table quand Foundi avait gagné l'élection. C'était ça. Et on a demandé, est-ce qu'on va laisser un gars de Bamenda diriger le Cameroun? On a dit non. On fait comment? On met l'armée dehors. C'était ce qui s'est dit. Ce n'est pas moi qui le dis. Que Foundi avait gagné en 92. C'est le RDPC qui a dit. Au jour d'aujourd'hui, nous réfléchissons déjà. Comment est-ce que nous allons finir de gagner? Et comment est-ce qu'on va entrer à Etoudi? Parce que c'est le problème qui se pose à l'heure actuelle. Et vous avez donc les chefs traditionnels partisans qui viennent donc dire que même si vous gagnez, vous entrez ici, nous allons mettre le diable la nuit qui doit venir vous tuer. C'est ça qui se passe. Non, c'est pas ce qu'ils ont dit. Mais c'est ce qu'ils ont dit. Non, pourquoi est-ce que la maison qui appartient à tout le monde, la maison qui appartient... Mais tu vois, si je viens ici et que votre patron a mis le maraboutage ici, je ne viens pas. Parce que je ne sais pas quel machin je vais retrouver ici.
Et donc on est là donc dans une situation où, après 42 ans, nous avions un expert comptable qui vient nous dire que, monsieur, il n'y a pas de route, il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas à manger, il n'y a pas... Mais donnez-nous encore une chance. On peut vous expliquer comment on a pu faire ici, ceci. Qui est coalition, qui n'est pas coalition? Le SDF n'est pas concerné. Je voudrais vous dire ça. Le SDF, au jour d'aujourd'hui, la position de SDF est claire. Nous avions aujourd'hui, même s'il faut citer ces partis politiques, le SDF devient le grand frère. Il n'existe pas un endroit où on ne doit pas respecter le grand frère. Donc nous avons dit à notre président, l'honorable Joshua, de se calmer. Celui qui vient toquer sa porte pour nous rejoindre, nous allons l'accepter. Mais aujourd'hui, je voudrais vous mettre au défi parce que le RDPC a volé notre stratégie de campagne. Vous allez voir. Quand nous avions, ils ont compris qu'on va publier, parce qu'on en a publié 36 000 noms. Vous avez vu, ils ont sorti les directeurs de campagne par localité. Et c'est parce qu'ils ont même anticipé. Et c'est juste parce que le journal que nous avions pris pour publier nos noms, le même journal a contacté le RDPC la nuit et on lui a donné plus d'argent. Aujourd'hui, nos noms ne peuvent plus être publiés. Oh, mais je vous le dis, ce qui est réel. Oh, mais quand je vous dis quand même, étant jeune député, croyez-moi, je ne vous dis pas n'importe quoi. L'honorable Joshua, on a tenu un nec hier, puisque c'est hier que nous étions au nec. Pourquoi on a tenu le nec? Il faut changer de stratégie. Parce que nous avions 36 000 noms. Et vous allez me dire, parmi tous ces partis politiques-là, quel est le parti politique aujourd'hui qui peut être dans 360 communes si ce n'est pas le SDF? Le SDF répond dans 360 communes. Quel est le parti politique parmi eux deux, parmi eux tous, qui sont aujourd'hui ceux-là qui peuvent au moins s'adresser au Cameroun sur des causes historiques si ce n'est pas le SDF? Et aujourd'hui, vous prenez ceux-mêmes qui parlent de la coalition. J'entends, on parle de Dieu-Kam Kamini, que je ne connais pas trop. Je ne sais pas, il représente quoi? L'honorable Maud peut parler ici, on tend un peu l'oreille, même comme il est de parti du Mangeois. Mais moi, je représente 180 personnes. 180 000 personnes, ma voix. La voix de Dieu-Kam Kamini représente qui? Pour choisir, j'entends, il a qui? Bon, on a parlé de grand frère Anissé Ekane, que je respectais. Jusqu'à hier, ou jusqu'à avant-hier, je dis bien que je respectais. Pour la façon dont il a tenu concernant la candidature du président Maurice Kamto. Parce qu'on se disait qu'à un moment donné, il devait trahir. Et donc, le fou du village, qu'on appelle aujourd'hui Yebga, parce que Yebga c'est le fou du village, aujourd'hui, il faut le chasser du village. Ça veut dire quoi le fou du village? Le fou du village, c'est celui qui trahit le village. Il a trahi quel village? C'est-à-dire que lui, au moins, on se serait attendu parce qu'il comprend que le Cameroun a un problème. Nous voulons autant de candidats que possible, au lieu de dire que absolument il faut aller, au lieu que Maurice Kamto puisse utiliser notre parti, vaut mieux que ça soit personne. C'est ce qu'il a fait. On appelle ça quoi? C'est la théorie de l'estomac. Qu'est-ce qui peut l'animer à ne pas être aussi si minable devant tout le monde? Si minable, et il dit qu'on doit l'appeler bonbon. Vous savez, Dival Fangwa, si mon collègue il connaît, il sait qu'à l'Assemblée, on ne me manque pas de respect, surtout sur l'aspect républicain, parce qu'on a assez trompé le peuple. Je n'ai rien à envier à la politique, mais je dis que le 12 octobre, Biya doit quitter. Ok. Alors, c'est clair. Samuel Mo, sur cette question, je ne sais pas si ça vous concerne, vous, RDPC, mais quel est le regard que vous avez sur les tentatives de coalition? Certainement, vous, RDPC, vous regardez ça, vous rigolez, vous léchez les babines. Non, on n'a pas se lécher, on s'en désole. Ce n'est pas des affaires qui nous concernent, vous avez bien fait de le souligner, mais on s'en désole un peu. Je voudrais seulement, avant de répondre à votre question, dire à mon collègue qu'il devait souffrir de m'écouter. Parce que je n'ose pas penser à un seul moment que dans ce qu'il a dit à mon encore, il a proféré, serait un mot trop fort, à mon encore, je ne devais pas s'assimiler à une quelconque menace. Les propos que je tiens aujourd'hui, je vais les tenir demain, même étant dans l'opposition. Et de ce point de vue-là, il faut également... À partir du 13 octobre, tu seras dans l'opposition. Je ne voulais pas prendre ça pour de l'intimidation, parce qu'il n'y a pas besoin d'être intimidé pour cela. Et quand vous voyez quelqu'un qui pousse de l'intimidation, c'est qu'il a commencé dans une mécanique qui commence déjà par l'essentialisation. Donc tout ce qu'il peut dire, même en tant qu'intellectuel, même en tant que praticien, même en tant que quoi, va être accolé à mon penchant, à mon encartement. Je ne suis pas sûr que c'est comme ça que la vie publique devait fonctionner. Quand il a fini l'essentialisation, il polarise. Quand il a fini de polariser, il me stigmatise. Pourquoi est-ce qu'il pense que... Lui, il a le droit de dire que la maison, je veux dire, le palais de l'unité, la maison de tout le monde sauf les chefs traditionnels.
Dans tout le monde, il n'y a pas les chefs travailleurs qui peuvent y être. Ils sont partis. Nous devons admettre qu'ils y sont allés dans le cadre effectivement d'une convocation, une invitation républicaine. Et pour cette raison-là, je pense qu'on devait tout simplement prendre acte. Alors, vous me posez des questions sur les coalitions. J'en suis vraiment désolé. On dit tout du Cameroun et on dit tout de ses dirigeants. J'ai posé ici sur le même plateau en disant, mais vous qui dites là que les autres sont totalement dans l'incapacité de faire quoi que ce soit, est-ce que si on commence à interroger vos parcours personnels, même est-ce qu'on va y voir des gemmes de dynamisme quelconque? Ça, le plateau a failli dégénérer ce jour-là, j'ai retiré calmement mes propos, mais prenons des critères d'évaluation, des critères pertinents d'évaluation de performance. Qu'est-ce qu'on attend d'une opposition? Ce n'est pas être systématique à dire ils sont incapables, ils sont malfaisants. C'est leur capacité à pouvoir donner aux citoyens d'une communauté, d'une république, cette possibilité d'alternance. Je trouve quand même qu'ils se gosent de ce qu'on a fait 43 ans, mais on a fait 43 ans grâce à cause d'eux. S'ils avaient une dynamique de changement en face, on n'aurait pas fait 43 ans. Ils sont non les premiers responsables. Mais bien sûr, bien entendu. Bien entendu. Sur quel fondement ils peuvent s'appuyer aujourd'hui pour pouvoir dire les autres en face des autres? Honorable Djomini, j'espère que vous entendez ce qu'il dit. Hein? Que vous, dans l'opposition, vous êtes les premiers responsables de la situation, la dégradation de la situation dans notre pays, parce qu'on avait été en mesure d'apporter... Elle n'est pas dégradée. C'est parce que justement, ils n'ont pas pu prouver qu'il y a une dégradation. Non, je veux juste que vous soyez attentif. Pour pouvoir répondre après. Qu'on continue. Non, on ne peut pas écouter ce qui est incompréhensible. Non, attendez, avant qu'il finisse. Très bien. Je voulais juste attirer votre attention pour... Et la République en cela est merveilleuse parce qu'on donne à chacun. Ah, la République, elle est merveilleuse? Elle est merveilleuse, la République. Quels sont les critères de ce qui est merveilleux? Ah bah écoutez, donnez-nous les critères. À commencer déjà par vous émerveiller de ce que vous êtes capable de faire au quotidien. C'est également... Non, donnez les critères de ce qui est merveilleux. Ne dites pas comme quelqu'un qui a dit qu'il a passé toute sa vie à faire l'université de l'État. On lui dit quelle université? Bon, très bien. Là également, il voulait... La République est merveilleuse. Les critères de ceux qui sont merveilleux. Il va répondre. Permettez qu'il réponde. Je voulais dire... Qu'est-ce qui est merveilleux dans la République? Bon, Benil, il ne faut pas gâcher le plateau. Là, il évoque le terme amical. Vous savez, c'est mon ami et c'est mon grand frère. Donc, permettez donc qu'il réponde. Mais il ne peut pas dire aussi des choses qui sont incompréhensibles. La République est merveilleuse quand quelqu'un a pris à lui seul 43 ans de vie pour... Oui, il dit que c'est à cause de vous. Donc, attendez qu'il développe et vous allez répondre. Mais vous n'êtes incapable d'être président de la République. Honorable, attendez qu'il réponde. Je voudrais également dire à l'endroit de mon jeune frère... Dis-moi quand est-ce que tu as salué ton président? Qu'en réalité, les évaluations... Dis-moi quand est-ce que ton président et toi, vous avez parlé? Le ranking auquel il a fait allusion aujourd'hui pour un problème d'appréciation. Les rankings, quand vous les voyez, très souvent, ils sont faits par des pays anglo-saxons. Les pays anglo-saxons, on se dit de particulier dans l'organisation de l'université, que les centres de recherche sont à l'intérieur des facultés. Le modèle francophone est tout à fait différent. C'est-à-dire que vous avez des universités à part et vous avez également des centres de recherche qui sont... Tu vois, c'est toujours le débat là. Après, maintenant, il peut chercher les universités camerounaises, peut-être même françaises, dans ce ranking-là, sans les trouver, pour cette raison-là fondamentale. Mais je voudrais également lui dire à son endroit que l'un des meilleurs rankings également, c'est de voir la performance des étudiants qui sortent d'un cursus. J'ai une information toute récente qui a été publiée des gens qui rentrent à Polytech en France. Du Val-Fango, on ne va pas à Polytech à pied. On ne va pas à X-Mine à pied. On ne va pas à Centrale à pied. C'est vraiment les cas qui vont. Et dans le cas des statistiques qui ont été publiées, l'Algérie, parmi les étudiants africains, étrangers qui sont en mesure de passer un concours aussi rude, sélectif comme celui-là, on les dénomme Algérie, 1 personne, Bénin, 3 personnes, Cameroun, 17. Il n'y a pas de second. La Côte d'Ivoire vient avec 4 admis, Japon 1 admis, Liban 5 admis, ainsi de suite. Et les Camerounais en question ont été formés au Cameroun? Au Cameroun, bien sûr. Au Cameroun, ils sont sortis du Cameroun pour aller faire ce concours-là. À quel niveau? À terminal ou bien à l'université? Niveau terminal avec classe préparatoire à vote, notamment. ou alors y compris à Liberman dans lequel... Liberman, c'est l'État? Oh, mais c'est le système camerounais. C'est le système camerounais. Et très souvent, on sait très bien comment ça se passe. Bon, laissez-moi... Donnez-nous la parole, on dit des choses. Bon, je reviens donc à la question qui a été posée tout à l'heure. Le système
électoral camerounais en ce qui concerne le présidentiel, c'est un système qui est orienté vers la construction des coalitions. Et ce n'est pas une spécification camerounaise. La 4e République en France a fonctionné sur ce modèle. Élection à un tour. C'est dans l'esprit de général de Gaulle en 1958 que c'est sorti cette histoire qu'il faut faire une élection nécessairement à 2 tours. Mais également, les faits lui ont donné raison parce que dans le cadre d'une organisation sociale dans laquelle les oppositions sont plus ou moins identifiées, on peut envisager effectivement de faire une élection à 2 tours. Mais dans le cadre d'une élection à 3 tours, on voit très bien que la pensée idéologique est écartée à l'intérieur de la société. On voit pas très bien les lignes de démarcation. On recommande de faire une élection à 1 tour pour que les coalitions se forment dès la convocation du corps électoral. Voilà le système camerounais tel qu'il est appliqué aujourd'hui. Et quand j'ai parlé tout à l'heure des critères de performance, des indicateurs de performance, le meilleur indicateur de performance, c'est de dire effectivement qu'on répond à cette offre-là, qui consiste à dire nous sommes 300 Monsieur l'expert, c'est ça l'indicateur? 300 partis politiques disséminés dans le corps social camerounais contre un parti que nous considérons comme étant malfaisant. La meilleure façon pour pouvoir venir à bout de ce parti-là qui considère à tort comme étant malfaisant, c'est de nous mettre ensemble. De nous mettre ensemble de telle manière à créer une dynamique de changement. Et quand je vous dis effectivement, ils disent que le RDPC, c'est un parti qui n'apporte que du malheur au peuple camerounais, ils n'ont pas pu apporter une preuve que effectivement les propos-là pouvaient être des propos crédibles. Nous en sommes là aujourd'hui parce qu'ils sont dans l'incapacité de faire. Écoutez, qu'est-ce que nous observons aujourd'hui? Il y a des tentatives, effectivement, parce qu'eux-mêmes ils comprennent que c'est le sens même de l'invitation républicaine qui consiste à dire on coalise. Qu'est-ce que je n'ai pas entendu? Il y a un groupe de Douala qui a existé. Il y a un groupe de Fumban qui a existé. Il y a un groupe qu'on appelle l'APC qui a existé. Un groupe qu'on appelle aujourd'hui l'UPC qui a existé. Tout un cafarnaum pour pouvoir montrer qu'en réalité, qu'on peut même, le premier palier de ce dynamisme-là de changement ne peut pas être franchi par des gens qui donnent des leçons. J'ai entendu quelqu'un quelque part dire, ah non, Koumvondo a dit, si son candidat va à une coalition quelconque qui se soumet à un candidat, ce qu'ils appellent très souvent consensuel, quand ça vient d'eux, là également, je peux vous noter, au Cameroun, pour les partis d'opposition, dire que c'est une démarche consensuelle, ça veut dire qu'on est en face d'une prise de position dès lors qu'elle vient de l'opposition. Elle est consensuelle nécessairement. Et donc il dit, non, si il y a un candidat là-dedans pour lequel mon candidat s'efface, et de toutes les façons, il ne demande même pas son avis, je lui aurais retiré mon adoubement qui est donné au départ. J'ai entendu qu'il y a un candidat également qui dit, non, en matière de coalition, en réalité, non, nous on attend calmement, on va faire la coalition des résultats. On vous demande de vous unir pour pouvoir le faire. Et nous sommes dans ce genre de divagation qui fait qu'à la réalité, aujourd'hui, le Cameroun devient un théâtre, tout simplement. Là, on demande que les gens doivent être portés sur l'efficacité. Nous voulons effectivement, dans le débat public aujourd'hui, des positions qui font qu'on peut aborder un débat constructif. Pas sur la base des colibets, de dire qu'en réalité, chez nous, il n'y a qu'un néant absolu. Alors qu'en nous-mêmes, nous n'avons pas apporté la moindre preuve de ce que nous pourrons faire mieux. Le RDPC est là depuis 43 ans. J'ai dit tout à l'heure par leur faute. Mais en réalité, le RDPC est là parce qu'il a une offre, effectivement, qui sied très bien aux populations camerounaises. Une offre? Ils offrent quoi? Et j'ai compris également d'incantation en incantation que Bénil va se retrouver à la présidence de la République après le 12 octobre. Oui. Très bien. Attendons tout simplement que la campagne s'ouvre. À ce moment-là, programme contre programme, on va discuter. Mais cette incapacité-là pour l'opposition camerounaise à faire une coalition quelconque, une tentative de coalition tout au moins, montre à la limite le caractère aventurieux de tout ce qu'ils font jusque-là. Et donc, y compris même leur analyse, leurs propositions, et c'est même précédé d'analyse. Quand on veut faire une proposition sérieuse, on commence à ces questions-là. On commence par faire un diagnostic. J'attends le diagnostic de la société camerounaise telle qu'elle est faite aujourd'hui. Dans le bilan et on dit effectivement, compte tenu de tel ou tel manquement, voilà ce que j'apporte comme réponse. Vous allez résoudre quel problème? Pour pouvoir résoudre tel ou tel problème. Nous sommes le Cameroun, nous sommes dans un pays qui fonctionne avec des difficultés certainement, mais avec des insuffisances, mais pour ce que nous avons rendu jusque-là, apporter tout simplement la preuve. Mais on dit que ce n'est pas suffisant, laissez quelqu'un d'autre venir essayer. Aristide Monod, Monod, sur cette question-là, quelle est votre lecture, quel est votre avis?
On parle depuis hier de la désignation d'Issa Thioura Bakary comme le candidat de l'Union pour le changement. En écoutant Edmond tout à l'heure, il semblait indiquer que c'est peut-être un point de départ, mais cela ne saurait être considéré comme la coalition qui est attendue par le peuple du changement. Duval, avant de répondre à votre question, je vais revenir sur 2 points évoqués par l'honorable Samuel Motte. Déjà au niveau de la performance des universités camerounaises, je crois qu'il y a de cela 2 semaines, vous avez présenté un cas, le cas CAMES, et là nous étions vraiment en zone francophone, nous n'étions pas en zone anglo-saxonne. Et deuxième élément, lorsqu'il décide de jeter le tort sur l'opposition, je crois que les imperfections qu'on peut observer ça et là relèvent aussi du mauvais paramétrage du jeu politique au Cameroun. Je vais prendre le cas peut-être du championnat espagnol. Si le championnat espagnol est mal paramétré, forcément, on aura peut-être un dominant qui utilise les moyens. Qui va faire pas le figure par la Champions League. Déjà, qui va utiliser peut-être le Real de Madrid, qui va utiliser tous les moyens du championnat pour vaincre les autres de manière littérale, et de l'autre côté, les autres trouveront des astuces pour pouvoir s'imposer dans le champ. Si le Real de Madrid, le RDPC, décide par exemple de venir à bout du Barça en emprisonnant Yamal, Rafinha, dont les grands joueurs barcelonais, en les mettant en prison, en les tabassant chaque jour, et puis après la victoire, il commence à dire que vraiment le Real de Madrid c'est la grande maison. Donc je crois qu'il faut aussi intégrer tous ces éléments. Maintenant, c'est audible ce qu'on dit. On se calme, on écoute. Maintenant, pour ce qui est de la coalition, du candidat consensuel, déjà, je maintiens, les uns et les autres ne sont pas à la recherche du candidat de l'opposition, mais le candidat consensuel d'une coalition, parce que le candidat de l'opposition, je crois que ça n'a jamais existé. Et d'ailleurs, dans le cas camerounais, présentement, il y a des candidats qui sont formels. Ils n'entreront jamais dans une logique de candidature unique de l'opposition. Ça n'a jamais existé. Ça n'a jamais existé autant pour moi. Donc le problème actuellement, c'est le candidat d'une coalition à même de pouvoir égaliser le rapport de force. Et ce problème se pose depuis l'élimination du professeur Maurice Kamto, qui était présenté comme celui-là qui revendiquait un bon nombre d'éléments en termes de mobilisation, en termes de mobilisation populaire, mobilisation des ressources, de stratégie, et de sympathie et de charisme pour pouvoir égaliser le rapport de force face à l'ogre dominant. Depuis donc son élimination, il y a un débat qui est né au sein des forces du changement, ceux qui estiment qu'il ne faut pas participer parce que ça ne vaut plus la peine avec ce qu'on a vu Clément Atangana faire au Conseil constitutionnel, ça ne sert à rien de participer au jeu. Il y a d'autres qui estiment qu'on peut avoir un diable à même de pouvoir faire le job qu'on attendait du professeur Maurice Kamto. Et le dévolu a été jeté sur les candidats du Nord. Et les candidats du Nord, pourquoi? Parce qu'il y a une redéfinition de la polarisation du jeu. Le jeu était polarisé entre les partis politiques, MRC et RDPC. Et après l'élimination du MRC, il y a une redéfinition qui prend désormais en compte les différents blocs sociologiques ou ethno-régionaux, parce qu'il faut le reconnaître, le jeu électoral au Cameroun a une grosse, en tout cas bon, repose sur une bonne dose de vote communautaire. Et on se dit, bon, le bloc du Nord, c'est une grande communauté, et surtout qu'aujourd'hui, il y a quand même des voix qui s'élèvent de ce côté avec une certaine résistance politique qu'on observe ça et là. On se dit, au lieu de compter sur un parti politique, on peut compter désormais sur un vote communautaire nordiste qui pourra donc bénéficier des votes communautaires de la partie du Sud et finalement évincer l'ogre dominant. C'est ça. Alors, dans cette démarche-là, il y a deux fils du Nord qui n'arrivent pas à s'entendre ou alors qui se font ombrage. Et les uns et les autres redoutent en fait l'émiettement des voix du bloc
sur lequel repose un bon nombre d'espoirs. Donc le problème, ce n'est pas l'alliance Issa Chiroma Bakary Bello Bouba. L'enjeu, c'est le refus de l'émiettement des voix. Donc si on leur demande de se mettre ensemble, c'est tout simplement parce que les uns et les autres ne veulent pas que les voix du bloc sur lequel reposent les espoirs soient dispersées. C'est là l'enjeu. Alors, dans les différentes démarches qui ont été engagées, il faut dire que les acteurs, ceux qui ont un intérêt particulier dans le jeu, et des opportunistes aussi, se sont mêlés à l'affaire et veulent donc se porter, et veulent donc se présenter comme les faiseurs de candidats consensuels ou alors des faiseurs de rois. Mais à la vérité, M. Duval Fangwa, le problème de la coalition concerne 3 hommes. 3. Issa Chiroma Bakary, Bello Bouba. D'une part, parce qu'ils ne doivent pas émietter les voix du Nord, sur lesquelles les forces du changement du Sud comptent pour pouvoir remettre en selle l'opposition à cette élection, et Maurice Kamto d'autre part. Alors, et pourquoi Maurice Kamto? Justement, à ce sujet, Aristide Mono, parce que ça, c'est un débat qui revient depuis plusieurs jours dans l'opinion. Est-ce que Maurice Kamto, dans cette affaire, est tenu de donner une consigne de vote? Alors, Duval Fangwa, on va revenir sur notre fameux Macabo fantôme, le Macabo fantôme de la mythologie Biti. Une fois qu'on t'a déjà servi le Macabo fantôme, tu ne manges pas ta mère meurt, tu manges ton père meurt. Donc, quel que soit le choix, tu vas perdre quelque chose. Quel que soit le choix, tu vas perdre quelque chose. Donc, le professeur Maurice Kamto, quel que soit le choix qu'il fera, il y aura un impact, il y aura une incidence. Alors, le problème ne se pose plus en termes d'objectifs, mais en termes d'atténuation de la secousse, donc de la conséquence. Quelle est la conséquence la plus gérable actuellement? Je vais vous expliquer. Si le professeur Maurice Kamto, donc disons le MRC, décide de ne pas participer... Non, il n'est plus de MRC. Je dis bien, si le professeur Maurice Kamto, ou le MRC décide de ne pas participer au jeu, il va falloir gérer le mécontentement de ceux qui aimeraient rentrer dans le jeu du diable, donc ça veut dire quel que soit celui qu'on veut et tout. Et il y a une grande tendance à l'intérieur même du MRC qui est disposé à accompagner le diable, pourvu que le diable soit dans des prédispositions d'être vraiment le diable. Donc, c'est-à-dire, c'est lui qui pourra faire le job le moment venu, pas c'est lui qui va dire au soir même des élections que M. Paul Biya, au nom de la républicanité, vraiment, Clément Atangana a raison et passons. Il y a maintenant, donc, à l'extérieur du MRC, il y a la communauté nordiste qui ne va pas, il y a une certaine communauté nordiste qui ne va pas comprendre le choix du MRC de jouer la carte de la non-participation. Pourtant, cette tendance-là, ou cette communauté-là, estime que c'est le bon moment. C'est le bon moment, à tort ou à raison, elle estime que c'est le bon moment. Et en politique, il faut tenir compte des représentations et des perceptions. Donc, il y a ce que vous pensez de vous, il y a ce que les autres pensent de vous. Et il faut tenir compte de ce que les autres pensent de vous. Alors, à ce moment précis, la communauté nordiste va se sentir marginalisée ou alors va considérer que le MRC a été égoïste, que le professeur Maurice Kamto a été égoïste, et par conséquent, il peut y avoir des incidences aux élections à venir, notamment des élections de 2026. Et il y a des cadres du MRC qui viennent de cette communauté. Comment ces cadres-là vont expliquer à leur base le non à la participation prônée par le MRC ou par le professeur Maurice Kamto? Par conséquent, ces cadres-là sont totalement foutus aux prochaines élections parce que leurs bases ne vont pas louper la chance d'accompagner un fils du Nord maintenant, parce qu'ils attendent peut-être que le professeur Maurice Kamto revienne dans la compétition. Donc ça, c'est la première incidence à gérer. Maintenant, la deuxième incidence, si le professeur Maurice Kamto participe et que finalement, on se retrouve dans une situation où Issa Chiroma Bello applaudissent Paul Biya avant même que les CAM ne se prononcent, à ce moment précis, le professeur Maurice Kamto aura cautionné une imposture programmée parce que ce que le Conseil constitutionnel nous a montré, les 4 et 5 août suffisent pour ne pas participer à une mascarade électorale au Cameroun. Parce qu'on vous dit à Mondo Vision, Monsieur le Président, ça c'est, je reprends d'une manière ou d'une autre les propos
de l'avocat d'une institution qui devrait garder toute sa neutralité. L'avocat principal de Elekam, il a dit au président du Conseil constitutionnel, pourtant il devait garder toute sa neutralité, expliquer juste pourquoi Elekam a rejeté la candidature du Malidem. Mais il est allé plus loin. Il a dit, monsieur le président, n'ayez pas pitié de Kamto. N'ayez pas peur d'eux. J'entends les choses se dire sur les réseaux sociaux, président de ceci et cela, il n'y aura rien. Et il a dit, ils ne nous feront absolument rien. Il faut prendre ce type de parole en considération. Ça veut dire que les gens vous disent, nous on fait toujours comme ça, rien ne nous arrive. Alors, est-ce que le professeur Maurice Kamto va donc gérer la pression de ces personnes qui savent pertinemment que le jeu est faussé d'avance? Ça devient donc très compliqué pour le professeur. Donc, pour vous faire comprendre que, en fait, quel que soit le choix qui sera fait, il y aura des incidences. Et dans ce type de situation, qu'est-ce qu'on fait? On cherche le moindre mal. Quel est le choix qui va entamer moins le RDPC ou qui va entamer moins l'honorabilité ou la crédibilité du professeur Maurice Kamto? Et je crois qu'il est suffisamment sage pour pouvoir se prononcer. Il a ses cadres, ils vont se prononcer. Maintenant, pour chuter M. Duval Fangwa, il faut dire que nous autres, en tant qu'acteurs de la société civile, sommes parfois interpellés par les différents acteurs, concrètement à ce que certains pensent que nous roulons pour tel parti, nous roulons pour tel autre. Nous avons discuté. Parce qu'il faut suivre la dynamique. Parfois, il faut suivre la dynamique. C'est juste à la réelle politique. Il faut suivre la dynamique populaire. Alors, lorsque les gens vous mettent en avant l'idée de soutenir un candidat du Nord, à condition que l'émiettement soit atténué, ou alors qu'on balaie l'émiettement, ça veut dire la coalition. À ce moment précis, qu'est-ce que vous faites? La semaine dernière, j'ai rencontré le président Bello de l'UNDP. J'ai rencontré le président Issa Chiroma. Le discours est simple. Pour la tendance qui aimerait apporter le soutien au Nord, pas à eux deux, parce que je leur ai fait savoir que ce n'est pas à eux deux là. C'est au Nord, ça veut dire dans la redéfinition de la polarisation du jeu qui concerne désormais les blocs ethno-régionaux. Je leur ai fait savoir qu'actuellement, les Camerounais qui pensent qu'on doit s'accrocher sur le diable sont dans une situation d'étole d'une maison qui devrait être enlevée, même si après, il va pleuvoir sur nous. Ça veut dire qu'on enlève d'abord Paul Biya. Même si pleut après sur nous, on enlève d'abord la tôle qu'on appelle Paul Biya. Après, on va chercher une nouvelle tôle. Et ils sont face à leurs responsabilités. Et je leur ai fait savoir que dans la démarche qui est menée par les acteurs qui veulent à tout prix le changement en s'accrochant sur un diable du Nord, il est clair que si vous ne vous mettez pas ensemble et qu'ils choisissent finalement l'un d'entre vous, avant le 27, ils vont chercher à détruire celui qui a été choisi. Qui n'aura pas été choisi. Alors, Edmond Kamgia, face au Macabo fantôme, le professeur Maurice Kamto peut poser une condition simple. Issa et Bello, mettez-vous ensemble et je vous suis. Oui, il peut le faire. Mais en fait... Pour que son soutien ne soit pas finalement un soutien cosmétique, mais un soutien qui a impact véritablement sur les résultats finaux. Je suis d'accord pour cette hypothèse-là. Parce qu'en réalité, et ça c'est basé sur des faits analysables, c'est que Issa Chiroma, avec son parti, son alliance avec Paul Biya, président national du RDPC, UNDP de Bello Bouba, avec sa plateforme UNDP-RDPC, ont régulièrement soutenu Paul Biya, président national du RDPC, aux élections présidentielles d'octobre 2004, d'octobre 2011 et d'octobre 2018. C'est ça. Et les chiffres montrent bien que si Paul Biya a pu remporter ces 3 dernières élections, c'est effectivement avec le concours et le soutien de ses alliés qui ont des partis dans le Grand Nord. Au FSNC, il faut ajouter... Lesquels années nous avons battu aux élections locales.
que ce soit à la députation, que ce soit au conseil régional, que ce soit au conseil municipal. L'UNDP vous a battu à la régionale dans la Damawa. Dans la Damawa seulement. Oui. Là, je vous le conseille. Restons sur la présidentielle. Pas moins que nous avons des députés dans la Damawa. Restons sur la présidentielle. Je dis et je répète, le soutien des alliés, des anciens alliés de Paul Biya, l'UNDP et Issa Chiroma, lui ont permis de renforcer son capital de voix à ces 3 dernières présidentielles. Aujourd'hui, si Maurice Kamto leur dit, entendez-vous, pour que je soutienne celui que vous aurez choisi parmi vous deux, ça a du sens. Parce que cela va éviter d'effriter les voix du Grand Nord, les voix des 2 grandes formations politiques et des 2 grands candidats qui sont retournés dans l'opposition aujourd'hui dans le Grand Nord. Et ce sont les 2 formations politiques qui sont les plus implantées dans l'extrême nord, le nord, la Damawa, et même à l'est, pour parler de l'UNDP, qui est partout dans plusieurs régions, jusqu'à l'est, fortement implanté. Donc ça a du sens. Avec également des représentations dans les zones urbaines. Hein. Bien sûr, et c'est très important de le souligner. Donc il y a un gros travail à faire entre Bello Bouba et Issa Chiroma, dans l'hypothèse d'un accompagnement, parce que j'appelle ça l'accompagnement, parce que Maurice Kamto n'est plus candidat. Sa candidature a été rejetée. Ils peuvent être accompagnés, s'ils s'entendent, pour que le moment venu, Maurice Kamto, dont la candidature a été rejetée, puisse appuyer, accompagner l'action commune. Maintenant, je ne vais donner aucun conseil au professeur Maurice Kamto. Je vais le laisser dans son âme et conscience, qui va l'amener à faire le discernement nécessaire pour le moment venu, décider ou ne pas décider de s'engager. Par contre, je vais revenir sur un autre aspect qu'on n'a pas évoqué ici, mais que j'ai déjà eu à évoquer, à développer dans les émissions précédentes, toujours sur les questions de coalition ou sur les questions concernant les possibilités, les hypothèses pour l'opposition d'avoir les éléments nécessaires pour gagner une élection présidentielle. Je vais prendre une actualité récente dans un pays ami qu'on appelle le Sénégal. Je l'ai déjà évoqué ici, mais c'est important de le dire. Au Sénégal, l'élection présidentielle, c'est au scrutin majoritaire à 2 tours. Mais les faits de la présidentielle du 24 mars 2024 nous montrent que Bachirou Diomaye Faye a remporté les élections dès le premier tour, avec 54,28%, c'est-à-dire à la majorité absolue. Alors que le candidat du parti au pouvoir, le Premier ministre Amadou Ba, qui a fait sa campagne avec le président Macky Sall, qui était alors en fonction, n'a pas pu remporter face à Diomaye Faye. C'est pour montrer l'élément important et qu'il faut suffisamment distiller dans l'opposition camerounaise. La coalition avec le peuple. Quand le peuple est avec vous, quand le peuple voit le travail que vous faites, si vous retournez en arrière, vous voyez un peu le travail qu'a fait le PASTEF au Sénégal, avant la présidentielle. Les conditions dans lesquelles ils ont travaillé, dans le cadre des forces du changement, jusqu'à être même arrêtés, jetés en prison. Rappelez-vous, ils entrent en campagne, ils sortent à peine de prison quand ils entrent en campagne, Ousmane Sonko et Diomaye Faye, pour remporter cette élection. Il est accompagné, Diomaye Faye, dans cette élection présidentielle par Ousmane Sonko, dont la candidature a été rejetée. Ils ont trouvé une astuce là-bas pour invalider sa candidature. Mais parce que le peuple soutenait le projet du PASTEF que dirige Ousmane Sonko, et quand Ousmane Sonko a dit, dans la campagne, il a utilisé un slogan, Diomaye Faye. Ousmane Sonko, c'est Diomaye Faye. Ousmane Sonko, c'est Diomaye Faye. Et c'est ainsi que le peuple, qui n'est pas idiot, le peuple est conscient. Voilà une élection présidentielle à 2 tours, mais ils n'ont pas eu besoin de 2 tours. Au premier tour, ils gagnent à la majorité absolue, parce que là-bas, la coalition, c'était avec le peuple. Ils n'ont pas eu besoin d'une coalition de plusieurs formations politiques. Ils ont une coalition avec le peuple, soutenue, agrégée par d'autres formations. D'ailleurs, qu'il y avait plusieurs partis politiques. Oui, exact. Il y a tout eu à fait. 12. Tout à fait. Il y avait 19 partis politiques. Exact. Moi, j'ai les résultats sous la main. Merci. Il y a eu, dans la présidentielle sénégalaise 2024, j'ai là 19 candidats. Je peux vous citer l'essentiel
des chiffres pour les 4 premiers candidats, parce qu'après les 4 premiers candidats, celui qui est en 5e position a 0,090. Donc, on a donc Bassirou Diomaye Faye du PASTEF, 54,28%, majorité absolue, premier tour. On a Madouba du parti au pouvoir, 35,79%. Ça, c'est... Ouais, je dis. Nous avons le troisième, Aliou Mamadou Dia, 2,80%. Le quatrième, Khalifa Sall, qu'on connaît bien, 1,56%. Du 5e jusqu'au 19e, ce sont les résultats de 0,09%, 0,5%, ainsi de suite. Pour dire, malgré le nombre très élevé de candidats, nous sommes à 12 candidats au Cameroun, 12. Au Sénégal, c'était 19. Mais il a remporté au premier tour. C'est tout. Dans un scrutin qui est censé... Autrement dit, la coalition de l'opposition n'est pas la panacée. Non, je voulais la coalition, Non. la coalition de plusieurs formations politiques n'est pas la panacée. Pour l'alternance. Il faut l'alternance et d'abord la coalition avec le peuple. Le peuple doit se reconnaître en le candidat qui a été choisi. C'est pour cela que je suis revenu sur la dynamique de 1992 pour dire qu'il faut un candidat qui a un certain nombre de qualités, qui s'entend avec d'autres candidats sur un programme minimum accepté, convenu par tout le monde et qui est soutenu par une dynamique qui n'est pas seulement les forces politiques, qui est aussi la société civile, des personnalités, des idées d'opinion qui comptent dans l'opinion. Ok. Oui. Honorable Béli Djebeli, sur la question, est-ce que Maurice Kamto est obligé de donner un mot d'ordre, une consigne de vote pour cette élection présidentielle? Si oui, dans quelles conditions? Non, excusez-moi, Maurice Kamto n'est pas obligé de donner le mot d'ordre. Maurice Kamto peut rester silencieux comme il est resté silencieux lors des élections législatives. Et aujourd'hui, on a des conséquences. Donc, nous sommes dans la politique. Et je voudrais d'abord vous parler de la science politique et ensuite je vais vous parler de la politique particulièrement camerounaise. En suivant le grand frère Edmond Kamgia, on a le sentiment que le Sénégal et le Cameroun peuvent être la même chose. Non. Le Sénégal est un pays qui n'est pas dans le coma, qui n'était pas dans le coma. Le Cameroun est un pays qui est dans le coma. On est en train de mettre de l'air comme ça pour que le Cameroun puisse tenir debout. Je voulais saluer le commateur honorable Bédil. Oui, le Cameroun, je suis dans le coma, tu sais, puisqu'on n'arrive pas, on est député, on n'arrive pas à changer une virgule sur la loi. C'est vrai. Ça, non, on n'arrive pas à changer. Tu es dans la commission avec moi. Disons la vérité au moins. C'est ça le caractère comateux du Cameroun, alors que nous sommes députés chargés de modifier et de soutenir ce qui va à l'endroit de la République. C'est ça le caractère comateux que tu refuses de dire. Maintenant, allons sur la science politique. Sur la science politique, vous allez voir pourquoi le Sénégal ou bien le président actuel est au pouvoir. C'est parce qu'il y a la liberté chez eux dans le choix des hommes. Chez nous, qui nomme jusqu'à ton chef du village? Qui nomme? Je dis jusqu'à ton chef du village. Qui le nomme? Nous sommes en train d'aller à une élection parce que je vous ai dit qu'on a déjà gagné, mais le problème qui se pose là, c'est la bouche qui dira que voici le vrai gagnant. Ensuite, comment est-ce que vous allez entrer là où on a mis le diable déjà pour vous attendre et les hommes qu'on a fabriqués pendant 42 ans? C'est le problème qui se pose actuellement au Cameroun. Et donc je ne voudrais pas que les Camerounais soient naïfs parce qu'en entendant le grand frère Edmond tout à l'heure, on a pensé qu'on était dans un pays normal. Non! Vous n'êtes pas dans un pays normal. Vous êtes dans un pays où une personne se lève le matin, il dicte votre vie. Et il dicte la vie de votre famille. Je vis avec eux. Mon grand frère Esper est là, malgré son talent. De tout l'école qu'il a, il est obligé de parler. Et comme ça, il dit que non, je suis obligé de me courber devant Gongo. Sinon, je vais me courber à gauche, à droite. Non, c'est pas ça ce que l'honorable Maud mérite. Tu ne mérites pas ça. Je suis désolé. La science politique. Le monsieur avec qui nous allons compétir, il nomme celui qui va dire l'élection. Celui qui va désigner que celui qui a dit que Maurice Kamto ne sera pas là. C'est lui qui le nomme. Et c'est lui qui lui dit ce qu'il va dire. Ça, vous ne pouvez pas me prouver le contraire. La preuve, on a vu le 5 octobre ce qu'on appelle la magie juridique. Le 5 août. C'est-à-dire le 5 août. La magie juridique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est au SDF. Vous vous levez le matin, me dit que je suis désormais celui qui doit concurrencer Joshua aussi. Qu'il est militaire ou pas, il arrive là-bas, il dépose sa candidature,
on retient et on va dire à M. Joshua Oti que ce n'est plus à toi qui est le président, c'est lui. Et son nom est sur le site. Et si on s'amuse encore, toujours celui que le même type que nous avions combattu a nommé un autre monsieur qui dit à 23 heures que mon site a été, je ne sais pas comment on veut dire. C'est désormais le nom de l'honorable Maud qui apparaît sur le site d'un département ministériel. Je dis département ministériel. Et ce même site va à la télé, il dit que si vous vous amusez, je creuse le trou, quand tu entres, je cimente. Il parle comme ça des gens qu'on a chargés qui gouvernent. Hein. Le même type dit encore que si quelqu'un sort son chien à Boya, j'allume. Il parle comme ça des gens qu'on a dit que va les encadrer. Et vous me dites que le Cameroun c'est le Sénégal. Il continue. Le même site dit que j'ai nommé le directeur général de l'ECAM et son équipe. Et il donne, hein, c'est celui qui nomme, qui donne la feuille de route. Tu ne vas pas me dire le contraire, tu es expert comptable. Donc le PCA qui nomme le président du conseil, le DG d'une structure, lui donne la feuille de route. Et donc il te dit que dès lors que Kamto va déposer sa candidature, tu m'apportes ça ici à la présidence, je te dirai comment faire le soir. Il peut lui dire, tu n'étais pas là, ni moi. Donc je suppose, en règle juridique, on croit à ce qui est mauvais. Et ce qui est bon, tant mieux. Et donc, le gars lui ramène tous les dossiers quand on dépose. Vous avez vu, même celui de votre prétendu candidat qu'on ne voit pas. Il est venu avec son dossier. C'est son particulier qui portait le dossier. C'est arrivé en salle qu'il a pris le dossier. Il a dit, monsieur le secrétaire général, qu'on a peur de lui. Hein? On a dit que monsieur le secrétaire général, tu peux faire comme ça, ton frère Bamileke passe encore, tu joues le jeu là. Prends, donne. C'est ce qui s'est passé. À Mondio Vision, le dossier, le gars découvre le dossier de son candidat là. Et donc, vous me dites qu'on est dans un pays comme le Sénégal. Il nomme l'arbitre du jeu, il nomme celui qui reçoit ta candidature, il nomme celui qui doit te garder, parce que personne de nous n'a l'armée pour garder Clément Tangana. C'est-à-dire que le jour qu'il décide que c'est Joshua aussi qui est candidat, la même personne peut dire à l'armée, quittez-la. Clément Tangana sera reversé au verdict populaire. Personne ne va le garder, sauf si nous faisons comme en Côte d'Ivoire où Ouattara avait aussi ses hommes demain. Malheureusement, nous n'avions pas. C'est ce qui s'est passé. Et donc, la même personne, parce que je prends... Vous voulez arriver à quelle conclusion? Non, j'y arrive, parce que lui... La conclusion à laquelle l'honorable Maud a dit que... Je prends moi ces mots. Il a dit, le Cameroun est un pays de théâtre. C'est lui qui a dit. Moi, j'ai dit ça. C'est ce qu'il a dit. Le Cameroun est un pays de théâtre. Nous avons, là, on va revenir. C'est un pays... Il a dit le théâtre pour qualifier l'opposition du théâtre. Oui, exact. C'est-à-dire que c'est ça le théâtre joué par les artistes de... Ok. Et je voudrais donc vous dire que... Je voudrais vous dire... Et je regarde droit dans les yeux pour dire aux Camerounais qu'il y a des candidats que nous n'écoutons pas. Jouez vos films. Nous n'écoutons pas. Nous avons été, même en tant que députés, molestés. Et entre-temps, ceux-là buvaient du champagne. Je dis ici, moi j'ai à peu près 4 partis que je peux écouter. Laissez tous ceux du Grand Nord là. D'abord, même leur âge ne me permet pas de parler d'eux. Excusez-moi, qui retrouvent leur ami Bia, ils boivent du champagne. Ce sont mes amis. Monsieur Issa Tiroma, c'est mon ami. Je ne voudrais pas parler de notre papa Bello. C'est nos amis. Mais moi, je suis allé le rencontrer. Pas pour dire ce que Alexis Modo a dit tout à l'heure, pour lui dire que monsieur le président, vous ne voyez pas que vous avez des jeunes dans votre rang qui pourraient aujourd'hui être des très bons candidats pour nous. Vous avez combattu quand nous n'étions pas nés. Aujourd'hui, on est devenus députés. Vous continuez toujours à combattre. Pourquoi? Vous et moi, vous étiez en commission, il était 2 h du matin. Quand le ministre d'État Bello est venu, je lui ai dit, monsieur le ministre, nous admirons tout le travail que vous avez fait, mais il est temps de passer la main. Ne faites pas l'exemple de votre ami, parce que c'est votre ami. Vous savez, Norabo, c'est mon ami. Il y aura des moments où il peut me dire tais-toi et me taire parce que c'est mon ami. Ça, je ne peux pas dire que ce n'est pas mon ami. Mais dans les discussions, puisque je mange avec l'honorable Moka, on est en commission, je me dois de lui dire la vérité. Donc, retirons d'abord les 2 candidats du Grand Nord, même ne serait-ce que par le critère de leur âge, parce qu'ils ne peuvent pas faire mieux que celui qui est là. Je ne parle pas de... Oh, ne me coupe pas, s'il te plaît. Lorsque tu as fini de le retirer, je vous dis que le moindre mal, non, on ne peut pas dire qu'on va donner au moindre mal. Il y a des gens qui vont gagner l'élection, comme il a dit tout à l'heure. La science politique, si le RDPC n'a pas peur, nous avons, et là je soutiens mon collègue l'honorable Koupit, qui a déposé une proposition de loi sur le code électoral. Pendant 7 ans, l'Union pour le changement, nous avons tenu des réunions
pour dire que le code électoral n'est pas bon. Est-ce que vous avez bougé d'un petit doigt? On a demandé, là-dedans, il y a l'élection à 2 tours. Oui. Si le président de la République, parce que vous avez cité 19 partis politiques qui sont allés aux élections, oui, une personne a gagné directement au premier tour. Et aujourd'hui, on est en train de parler de la coalition comme mode. Et je voudrais vous dire, le peuple ne peut pas, même si le peuple est naïf, moi je ne suis pas naïf politiquement, parce que c'est comme ça. On oublie le vrai débat. On est en train de vouloir dire, oh voilà ceux-là, ils ont été incapables de se mettre ensemble pour gagner. Et on fait oublier le vrai débat. Il y a un seul débat aujourd'hui. Tous contre le RDPC. Très bien. Alors, je termine, pourquoi vous ne voulez pas vous allez donner la parole pour qu'il puisse voir. Il faudra terminer. C'est que je vous dis, ce qui va se passer. 10 secondes. Oui, je finis. Lorsque vous allez arriver à ce que le candidat qui va gagner, et que je souhaite que ça soit notre candidat, nous avions travaillé sur ça, comment est-ce qu'il va arriver à tout dire? C'est le problème. Comment est-ce qu'il arrive? Qui va prononcer? Vous voyez aujourd'hui Monsieur Clément Atanga, comme quelqu'un qui peut dire que celui-là, quand j'étais en retraite, je croyais que ma part est finie, il m'a réhabilité. Je vais pouvoir dire qu'il n'a pas gagné. Avec ce que vous avez vu là faire à Kamto, il pourra dire ça. Il faut réfléchir autrement. Il n'a rien fait à Kamto. Ah, il n'a rien fait. C'est le droit, ça. Très bien. Alors, honorable Samuel Mout, je voudrais qu'on évoque à présent la préparation de l'élection présidentielle. Nous sommes en pleine période de pré-campagne. Et il faut faire un tour dans les états-majors des partis politiques. Si les partis politiques de l'opposition ont du mal à se déployer, ont du mal à désigner un candidat de coalition, etc., il faudrait quand même qu'on fasse incursion chez vous, non, au RDPC, pour savoir comment vous vous préparez. Vous avez déjà un directeur de campagne? Ça ne nous concerne pas. Ça ne vous concerne absolument pas. Mais pour l'opposition, ça vous concerne. Je ne suis absolument pas concerné. J'ai dit, j'observe avec une certaine désolation ce qui se passe dans la place publique. Après, maintenant, ils peuvent mais pourquoi vous n'avez pas encore directeur de campagne? On a bien un directeur de campagne. Maintenant, ce n'est pas l'élément déterminant. C'est qui le directeur de campagne? La campagne, elle est gérée, elle est maîtrisée, elle est organisée en ce moment et vous allez bien voir dans quelques jours le déploiement qui sera fait. Non, mais cette question précède une autre. Je voudrais que vous puissiez répondre depuis en avance. Après maintenant, vous allez constater, vous constaterez bien s'il y a, je veux dire, quelqu'un qui est à la tête de l'orchestre ou il y aura des défaillances. Mais je voudrais... Non. Honorable Mout, c'est qui le directeur de campagne du RDPC? Vous constaterez avec moi que notre campagne, elle est la mieux organisée et elle sera organisée et elle sera déployée avec les règles de l'art. J'espère que vous ne serez pas surpris. Mais dites aux militants, non? Non, mais pourquoi est-ce que je dois dire absolument aux militants? C'est que les militants... Il veut savoir qu'il y a une organisation qui est en train de se mettre en place. Ce n'est pas tellement le sommet. Et nous allons faire une campagne de proximité avec le succès que j'espère qu'on aura. C'est ça le plus important pour nous, ce n'est pas tellement la tête. Mais en même temps, pourquoi se poser ce problème? Parce que si vous répondez, j'ai une question derrière. Ce sont les questions des militants. Ça veut dire, ce n'est pas une question de militants. Les militants savent là, ils doivent me ok, d'accord, vous ne répondez pas. La deuxième question, c'est le slogan de campagne cette année, c'est quoi? Vous le découvrirez également le moment. Mais on a 2 semaines la campagne. La campagne n'est pas encore ouverte. Mais en 2 semaines la campagne. Ça vous intéresse vraiment? Vraiment. Prenez votre mal à patience. Vous serez le moment venu, le thème de campagne. Est-ce que cette illisibilité, Samuel Mout, n'est pas liée, s'il vous plaît, est-ce que cette illisibilité n'est pas liée justement à cette sorte de cacophonie qu'on a observée au sein de votre formation politique où on avait du mal à accorder le violon entre les différentes, je ne veux pas dire factions, mais entre les différentes entités qui semblaient se marcher dessus en termes d'organisation et de préparation de la campagne électorale. Sinon, pourquoi est-ce que tout cela n'est pas dévoilé? Parce que même le plan de communication, qui a été dévoilé sur le déploiement des communicants du RDPC et le budget qui a suivi, ça fait l'objet de polémiques au sein de votre formation politique. Quel budget? Je crois que vous lisez les feuilles de chou, vous êtes tous dans les réseaux sociaux. À quel moment vous avez eu l'impression que à l'intérieur du parti, on se marchait sur les pieds? Il y a quelque chose qui a... Le directeur de campagne du RDPC, c'est le secrétaire général. Non, pas du tout, absolument pas du tout. Absolument pas du tout.
Et il se passe tout simplement, et d'ailleurs, ça a été... C'est ce qui est dit dans le... Mais c'est parce que... Qui l'a dit? C'est parce que vous répondez par la question que C'est vous lui-même, répondez sur Internet. Président Biya, voici ça. Quoi? Voici Qu'est-ce que ça dit? Note numéro tentant portant désignation des membres de la commission nationale de campagne RDPC pour l'élection présidentielle du 12 octobre. Oui. Président, secrétaire général du comité central, coordonnateur national de campagne RDPC, vice-président, secrétaire général adjoint du comité central, membre, le nom de Gongo sort où? Ça sort où? Nous, on a parlé de Ngongo aussi. Il n'a pas de secrétaire général. J'ai dit secrétaire général du comité central que vous refusez de dire. Je peux vous dire, vous êtes président du comité d'organisation dans le camp. Donc, je vous dis... Où il n'y a pas de route là. Oui, effectivement. Vous êtes président là-bas, là où il n'y a pas de route. Je parle de lui. Il a posé... Mais il défend. Oh là là. Alors, donc, il a posé. Comment s'organise la campagne, cette campagne au sein du RDPC? Tous les ministres sont dedans. Il a posé, Duval Fangwa, un problème sur la dénomination de la personne aujourd'hui qui organise notre campagne. Oui. Il n'aura pas ce nom-là de directeur de campagne. Mais si on se fonde effectivement sur un certain nombre de textes qui ont été signés par le candidat lui-même, on sait là où se trouvent les responsabilités aujourd'hui. Et en aucun cas, il n'y a pas eu des gens qui sont marchés sur les pieds. Il se passe tout simplement, si vous voulez que ce soit clair dans le sujet, il y a un comité de stratégie de préparation de la campagne du président de la République qui a été confié à un haut cadre de la République, à une task force. Une fois maintenant, il a fait le travail qu'il fallait faire. Après, maintenant, les tuyaux sont revenus à l'endroit. Aujourd'hui, nous avons un déploiement qui a été planifié, assuré et qui sera suivi au niveau du secrétaire général du comité central de notre parti. Qu'est-ce qui vous rassure que c'est ce qui va se passer? Mais c'est bien ce qui va se passer. Non, comment vous savez? Parce que quand vous parlez du comité stratégique qui a été mis en place, qui a mis en place le comité stratégique? Le rôle du comité stratégique est fini. Non, là. Qui a mis en place? Le rôle du comité stratégique est terminé. Qui a mis en place le comité stratégique? C'est le président national du RDPC parce qu'il préparait à annoncer sa candidature et il voulait voir dans quelles conditions il peut effectivement l'annoncer. Est-ce qu'il y a une autre formelle? Il y a une autre formelle. Monsieur il y a une autre... Non, arrêtez. Suivez de m'écouter, je te dis. Non. Mais vous n'allez pas laisser... Non, je t'explique. Aujourd'hui, le président Pobia devait cesser de faire des nominations parce qu'il est candidat à une élection. Nous, toi et moi, nous sommes à l'Assemblée. Lorsque nous terminons avec la session de novembre. Laissez-moi terminer que je vous dise des choses importantes. Lorsque nous terminons avec la session de novembre, le président de l'Assemblée nationale n'a plus la signature jusqu'à ce que la session de mars tient. C'est la douane d'âge qui tient effectivement. Aujourd'hui, le président Pobia nomme en tant que qui? Très bien. Alors, on va poser la question. On aurait de faire des nominations. Permettez maintenant qu'ils finissent. Quelles sont les prérogatives? Maintenant, vous avez fini. Je vous laisse la parole maintenant. Allez-y, continuez. On va de violation en violation. Attendez qu'il finisse. Ce que Béni doit comprendre, qu'il doit savoir également de moi, c'est que je suis quelqu'un d'assez pondéré. Je peux également avoir la patience nécessaire pour écouter ce qu'il dit. Il n'y a pas d'argument. Mais également pour souffrir également qu'il me coupe de temps. Non, il va vous écouter maintenant, sinon je coupe son micro. C'est bien qu'il m'écoute. Donc, on n'a pas besoin nécessairement de cette dénomination. Cette dénomination de directeur de campagne est la vôtre. Mais en ce qui concerne l'organisation de la campagne aujourd'hui, on sait très bien comment cette organisation se passe. Non, et elle est déployée. Mais je vous informe que, conformément à l'ensemble des textes internes du parti qui ont été signés par le président national, il y a un certain nombre de responsables par commission nationale, commission technique, qui ont été désignés pour cela. Et ils sont aujourd'hui à pied d'œuvre. L'ensemble de ces commissions également ont commencé à rendre une organisation sur le plan national dont ils pensent qu'on a copié chez eux, mais depuis des lustres, une campagne chez nous a été précédée toujours par ce genre de communiqué. Donc, ce n'est pas aujourd'hui qu'on l'apprend. Ce n'est pas seulement aujourd'hui qu'on le fait. Mais sincèrement... Donc, ce qu'on retient, c'est que le comité stratégique, qui est piloté par le ministre d'État SGPR, a fait la première partie du travail qui consiste justement à faire des concertations. Maintenant, il a terminé. Et maintenant, le comité central du RDPC reprend maintenant le relais pour assurer la campagne électorale. C'est bien ce que vous dites. C'est bien cela. C'est bien cela. Vous essayez d'entendre autre chose? Non, pas du tout. Les choses sont structurées chez nous. Et les gens qui ont pensé à un moment donné, rêver d'une certaine, comment dirais-je, d'un certain conflit de compétences à un moment donné, je crois qu'ils doivent être déçus aujourd'hui. Il y a un travail en amont qui a été fait, mais de grâce, vous imaginez très bien le président de la République, après avoir monté
avec des mêmes d'architectes, une structure politique qui lui a donné jusqu'à satisfaction, vous allez penser à un moment, vous vous êtes imaginé à un moment donné que le parti serait mis en marge de la campagne présidentielle. Il est là, il fonctionne très bien. C'est vraiment, en plus, ce débat-là ne m'intéresse absolument pas. Le débat qui devait nous intéresser, c'est comment est-ce que nous faisons pour pouvoir rendre notre République à un niveau de fonctionnement qui puisse être considéré comme état optimal. Il y a un débat sur lequel tout à l'heure, vous n'avez pas voulu que j'intervienne, je ne sais pas pour quelle raison. Vous parlez des mots d'ordre des uns et des autres. Nous sommes là également dans un cadre républicain. Ça, par exemple, ce genre de débat, ça mérite réflexion. De la même façon que Edmond Kangwa a dit tout à l'heure, lui préfère ne pas avoir une coalition de partis pour avoir une coalition avec le peuple. Il n'y a pas de coalition avec le peuple. Il y a le peuple qui adhère à une idée de changement quand il pense effectivement que c'est une idée qui a son sens et qu'il peut également faire des flexions. Tout à l'heure, je vous ai taquiné en disant qu'en réalité, si nous sommes restés là pendant 43 ans, c'est à cause des autres. Mais non, ce n'est pas nécessairement à cause des autres. Même la dynamique de changement a besoin d'un certain nombre de sédiments. Même la dynamique de changement a besoin également d'un certain nombre de déterminants. Exact. On ne se lève pas comme ça du jour au lendemain pour dire que changement pour changement, je veux changer telle ou telle personne et j'en fais un programme politique. Ce n'est pas un programme politique. Il faut changer. Les gens qui participent au système électoral sont quand même des gens qui sont avisés. J'aimerais quand même que Benil considère que les gens qui votent dans le bureau de vote, ce sont des gens également qui sont certainement dotés d'une certaine intelligence, qui peuvent faire la discrimination entre tel ou tel candidat. Qui passe depuis à voter. Et je suis également de la même façon outré d'entendre Aristide Monod, docteur Aristide Monod, ramener le vote à un vote essentiellement sociologique. Aujourd'hui, nous pensons que c'est les droits du Nord qui doivent être partagés. Nous travaillons, quand vous parlez d'organisation, nous nous organisons aujourd'hui pour qu'on apporte la démonstration que nous pouvons gagner au-delà des zones dans lesquelles on pense qu'on pourrait être cantonné. Nous avons une organisation aujourd'hui. Et ces élections-là, on va les regarder aussi bien à Douala, à Yaoundé. Quels sont les scores que nous avons fait? Mais au-delà de Yaoundé, Douala, nous allons regarder le nord, nous allons scruter élément par élément pour savoir si certaines des personnes qui ont été appelées à des responsabilités pour pouvoir assumer un pan de la campagne dans leur zone, ils ont été d'une efficacité. Et donc, évidemment, on peut envisager qu'ils puissent coaliser. Je vous ai expliqué tout à l'heure que notre système électoral est fait pour coaliser. Elle est faite pour coaliser. Et d'ailleurs, ce n'est pas seulement au Cameroun qu'on se pose cette question pour pouvoir savoir si une élection a un tour, quel est son sens. Même en France aujourd'hui, les gens commencent à se dire, oui, mais à l'époque où Général de Gaulle a suggéré... Si tu cites la France, ils sont à 7 chefs d'État, vous êtes à combien? Le jour, en 1958, quand il a apporté ce concept d'élection à 2 tours, c'est parce qu'effectivement, il y avait une certaine polarisation entre 2 ou 3 forces. Partout ailleurs, où l'opinion est écartelée, il ne sait plus très bien là où trouver ses dirigeants. C'est le cas notamment en France. On est en train de réfléchir pour pouvoir dire, mais tout compte fait, est-ce que cette élection-là à 2 tours a vraiment un sens? Okay. Et donc, dans notre cas également, il faut si ça a un sens, et lui-même, Edmond Kangwa, apporte une réponse à la préoccupation qui était la mienne. Dès lors qu'il y a une sédimentation de la vie politique autour de 2 ou 3 forces, il y a quelqu'un qui peut gagner dès le premier tour. Très bien. Et donc, à ce moment-là, le deuxième tour n'a même pas de sens. Très bien, on sort de l'émission. Aristide Monod, en 1 minute, un mot. La pré-campagne électorale, comment elle va? Est-ce que vous la sentez, cette campagne électorale? Est-ce que vous avez le sentiment que demain, avec le début effectif de la campagne électorale, on pourra effectivement voir des candidats qui se déploient sur le terrain? Est-ce qu'ils ont des arguments? Est-ce que les programmes politiques sont intéressants? Est-ce qu'ils ont des hommes? Parce qu'au-delà de la coalition des partis politiques de l'opposition, il faut peut-être une coalition des moyens. Par exemple, pour le contrôle des votes et autres choses, et dans les bureaux de vote, entre autres. Est-ce que vous sentez cette campagne électorale arriver? Duval, il faut déjà dire à l'honorable Samuel Motte que si les juristes parlent de ce qui devrait être, les politologues parlent de ce qui est. Ce qui est au Cameroun, c'est que le vote ou les choix électoraux ont une forte connotation communautaire. Je ne vais pas revenir sur... Nous allons apporter la démonstration que ce n'est pas communautaire de notre perception. C'est tout ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit que vous avez tort. Voilà. Maintenant, nous vous apporterons la démonstration que ce n'est pas vrai. Il faut également préciser à l'endroit de nos téléspectateurs, ceux qui nous suivent, pourquoi on fait une fixation sur le Grand Nord et pourquoi on fait une fixation sur Maurice Kamto. Commençons par le dernier, donc Maurice Kamto et le MRC. C'est parce que jusqu'à ce que Clément Atangana et ses amis ne décident autrement, Maurice Kamto était celui qui avait le capital
pour pouvoir concurrencer dans le marché électoral Paul Biya. Et il a été éliminé et il est actuellement au quartier avec ce capital. Et les gens ont besoin de ce capital, ceux qui sont restés sur le marché, pour concurrencer Paul Biya. Et lui aussi dit, je ne donne pas mon capital si je n'ai pas les assurances que ça sera bien utilisé. Parce que si vous dilapidez mon capital là-bas, mes enfants qui sont mes militaires vont me demander, tu es parti chercher quoi là-bas? Et il veut donc donner, on cherche donc à ce que Kamto apporte ce capital. Ce capital, je l'ai parlé en termes de mobilisation. Il a mobilisé les moyens financiers, il a une population électorale, une base électorale forte. Kamto avait un système de surveillance des votes, un système de défense, parce qu'il faut une différence entre la défense et entre la surveillance et la défense. La défense, la surveillance, c'est une action préventive et la défense, c'est une action purement curative. Ça veut dire qu'au moment où Clément Atangana va décider donc de faire autrement, on peut intimider Clément Atangana en lui disant, monsieur, n'essaye pas de faire ce que tu veux faire là. Ou s'il fait, on peut lui dire. Ça, c'est sur un autre truc. Et maintenant, oui, quand il est dans l'imposture, oui, effectivement. Et maintenant, on a plus assez de temps. On a plus assez de temps. On vous intimide combien de fois Clément Atangana? Donc, Kamto avait le capital, il avait la technique. Il a le capital, pas qu'il avait, il a le capital, il a la technologie. Et les uns et des autres pensent donc qu'il doit mettre ça au profit d'un qui serait d'un candidat. Maintenant, pour ce qui est du Nord, le vote communautaire est un vote assez important de ce côté, comme dans le reste même du Cameroun. Le Nord, c'est 3 régions du Cameroun. Le Nord, rien que l'extrême Nord est présenté aujourd'hui comme la région la plus dense en termes de population. Et en termes de résilience, moi je l'ai toujours dit, lorsque vous avez affaire à un ressortissant, ça peut paraître bizarre, hein, mais c'est important donc de le relever. Lorsque vous avez affaire à un ressortissant du Nord, prenons par exemple les évêques. Les évêques du Nord ne passent pas par 2 chemins pour dire la vérité. Avec nos frères du Nord, il n'y a pas le pouce-pouce comme nous on fait souvent ici. Tu pousses d'abord l'autre avant de bagarrer. Une fois que tu as posé la main sur lui, c'est la bagarre qui déclenche immédiatement. Donc, ils ont une capacité de résilience. Donc, le rentrer dedans, qu'on fait facilement aux ressortissants du Sud, il serait difficile. C'est pourquoi j'avais dit à un de mes aînés, professeur théoricien de l'ethnofascisme, je lui avais dit, le jour où tu feras ton ethnofascisme là sur les nordistes, tu comprendras ce que signifie un nordiste. Ce n'est pas de la stigmatisation, ce sont des éléments empiriques que je vous donne. Donc c'est pourquoi les uns et les autres ont donc pensé que, associé donc au capital que détient Maurice Kamto, si on associe à ce capital ce que le Grand Nord représente en termes de capital électoral et avec la détermination d'un leader charismatique, vraiment droit, un bon again au sens plus du terme, on peut obtenir le résultat qu'on aurait obtenu avec Très bien. Maurice Kamto. On va sortir de l'émission, juste dire félicitations au docteur Aïssé Mono pour un nouveau prix. Finalement, ça va de prix en prix, hein, en semaine en semaine. Edmond Kamgia, vous aussi, félicitations pour le prix. Le réalisateur, pour nous mettre ça peut-être à l'antenne, merci, messieurs. Les prix des distinctions qui ont été offertes par le boulevard 237, c'est bien cela? Oui, tout à fait. Voilà, alors donc, merci à vous, messieurs, le réalisateur, pour ces prix à l'antenne. Merci pour ces prix que vous avez obtenus. C'est un prix qui grandit seulement notre émission. Exactement. Droit de réponse, où vous avez souvent Aristide Mono, Edmond Kamgia, mais également à la maison, de façon globale. Félicitations. On en a eu plusieurs dans le groupe. Hein. Voilà. C'est-à-dire Aristide Mono. Serge Alain. Oui, Serge Alain a eu le prix de meilleur modérateur des médias audiovisuels. Merci à vous, messieurs, d'avoir regardé cette autre livraison de droit de réponse de la communication. de ce dimanche. Légende de la communication. Bon dimanche à tous et à très bientôt. Au revoir.